Alors, Éric Zemmour, ne croyez pas que le destin est plus que la densité de l'enfance. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je suis d'abord très séduit par l'enfance de Michel. C'est vraiment le rêve de tout petit banlieusard que j'étais. La campagne, la beauté des pierres, la beauté des paysages. J'ai pas connu ça moi quand j'étais enfant, sauf quand j'allais en vacances. Et donc vraiment c'était très beau. Et évidemment, c'est évident que l'enfance est un destin. Je vais vous dire, plus je vieillis, plus je m'en rends compte. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment, c'est une banalité que de le dire, hein, déterminé par son enfance à un point qu'on n'imagine pas. Moi, par exemple, je vois bien pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu, pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi je pense ce que je pense. Et en fait, tout, tout est dans ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et pour deux raisons assez simples d'ailleurs. Je crois, d'abord j'ai grandi, je l'ai dit à un moment, avant le regroupement familial. C'est-à-dire que j'ai connu la banlieue avant le regroupement familial. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que j'ai connu la France qui assimile des immigrés, mais avec une population française qui reste là. C'est-à-dire que moi, dans mon immeuble, il y avait une famille qui s'appelait Minot et il y avait une famille qui s'appelait Martin. Je m'en souviens très très bien. Aujourd'hui, ça a complètement basculé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Vous voyez, on s'assimilait petit à petit à la population française, aux Français qui étaient des modèles. Ça a complètement disparu. Et donc, quand aujourd'hui j'explique ce que je voudrais pour la France, ce que je voudrais retrouver pour la France, et quand je dis ce que les générations du passé ont fait, ont connu et ont réussi, quand je vois l'incompréhension, l'incrédulité, voire l'hostilité des gens qui sont en face de moi de ce que je raconte, je ne comprends même pas leur attitude. Parce que pour moi, c'est naturel. Et deuxièmement, j'ai été élevé par une famille qui avait un patriotisme à fleur de peau. C'est-à-dire que l'amour de la France était quelque chose de vraiment d'abord d'inné, de naturel et de puissant. Et on ne discutait pas, on ne rigolait pas avec ça. Et moi, j'ai connu les deux époques, c'est-à-dire que j'ai connu dans mon enfance, c'était comme ça. Et ensuite, et Michel doit avoir la même expérience que moi, dans les années 70, on a vécu les moqueries, toute la contre-culture 68arde, évidemment, dont on est imprégné naturellement, puisque c'était notre génération. Et donc, je pense que ce patriotisme très fort m'a aussi imprégné et qu'il m'est devenu maintenant aussi naturel que l'air que je respire. Michel, vous avez aussi une certaine nostalgie de votre enfance, mais peut-être pas la nostalgie des mêmes choses. Non, c'est vrai que Eric me fait plaisir en me disant qu'il envie mon enfance et je n'envie pas la vôtre parce que je répondrai. Non, je précise, Michel, si vous me permettez. Juste le temps de faire quelques phrases. Je vous en prie, pardon, Michel, pardon. Parce que c'est l'histoire du rat des villes et du rat des champs. Et je me suis posé la question de la vision du monde qu'on pouvait avoir quand on avait méconnu la nature. Et je vois que là où vous viviez enfant, on ne voit pas grand-chose de la nature. C'est du bac à sable, c'est du béton, c'est du bitume, c'est du ciment. Ce sont des voitures, c'est du gaz carbonique, ce sont toutes ces choses-là. On ne voit pas la Voie lactée, on ne voit pas les saisons. On voit bien qu'il y a des fleurs de temps en temps, qu'il y a des feuilles aux arbres, que ça tombe l'hiver, qu'il n'y a plus de feuilles, etc. Mais il y a dans la campagne normande, dans Chambois, quelque chose de virgilien. Je sais que ça plaira à Eric qui connaît son Virgile par cœur. Et on peut encore être virgilien aujourd'hui quand on est dans la campagne. C'est plus difficile. Mon père, qui était né en 1921, était un contemporain exact de Virgile. Il labourait avec les chevaux.
Et puis, il y a eu le 6 juin 1944, il y a eu l'arrivée des Américains, il y a eu l'arrivée du tracteur, du moteur, il y a eu l'industrialisation de l'agriculture et la paysannerie française a disparu. Mais on peut encore aujourd'hui voir, même si c'est vraiment en mauvais état tout ça, mais le cours d'eau, la petite rivière qui traverse, la nuit, la couleur, les couleurs de la nuit. La nuit, c'est pas noir, c'est bleu, c'est violet, ça dépend des moments. Et mon père m'a expliqué lune croissante, lune décroissante, lune montante, lune descendante. Il m'a expliqué les saisons. Et d'une certaine manière, on prend sa place dans un cosmos. De sorte que ça donne des racines. Et je comprends le cerveau bien fait d'Éric, parce que ces racines sont intellectuelles. Moins proustiennes, je ne vais pas parler pour vous complètement, hein, mais je dirais moins proustiennes parce que les odeurs, les parfums, la nature, les oiseaux, les fleurs, les saisons, quand la neige marquait l'hiver, quand les fortes chaleurs marquaient l'été, quand on voyait pousser les blés, qu'on voyait les moissons, qu'on voyait les chaumes, qu'on voyait, etc., etc. Quand on voyait tout ça, on était encore un contemporain de Virgile, et je le suis toujours. J'ai toujours une maison à Chambois, j'ai le désir de faire une université populaire des beaux-arts à Chambois, et sûrement pas à Paris. Et je pense qu'effectivement, les villes sont des catastrophes pour les enfants. S'ils n'ont pas des grands-parents, vous parliez tout à l'heure de vos vacances, mais la possibilité pour les vacances de dire « Ah, on peut courir les filles en allant sous un pont et puis voir un gardon dans une eau fraîche et puis on a le soleil qui nous donne justement des coups de soleil, on mange de l'herbe, on va chercher un petit peu plus tard les mûres dans les ronciers. » Et on se dit « Le rapport au monde ne peut pas être le même. » Moi, j'ai un rapport très sensuel, ras des champs. Et je pense qu'Éric a un rapport hyper intellectuel au monde, hyper cérébral, médiatisé par les livres. C'est-à-dire que je comprends très bien que dans un univers comme le sien, les racines ne puissent être qu'intellectuelles. Les miennes me paraissent un peu intellectuelles, mais aussi sensuelles, proustiennes, je dirais, pour aller vite. Alors, je suis tout à fait d'accord. Simplement pour dire que, c'est pour ça que je vous ai interrompu tout de suite, alors que c'est pour vous dire que j'étais en même temps très heureux. C'est-à-dire que il y a dans cet univers, qui est pour tout dire assez moche, il y a effectivement une telle chaleur familiale, humaine, des rapports avec ma mère, etc., que je me suis plongé dans les livres, Michel a tout à fait raison, et je n'en étais pas du tout malheureux. Donc je n'ai pas du tout souffert de cette absence de nature, etc. Mais c'est vrai que ça change le rapport qu'on a au monde, ça c'est incontestable. Alors, vous voyez, on vient d'avoir une aimable conversation. Et je voudrais en profiter pour évoquer la question du style, la forme, avant de venir au thème de fond. Comment on se fait entendre dans le monde médiatique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a besoin de provoquer? Est-ce qu'il y a besoin de parler fort, finalement, pour être entendu? Est-ce qu'il faut choquer pour nuancer ensuite? Ça s'adresse d'abord à vous, Éric, cette question. Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. Je vous taquine, j'ironise, mais pas tant que ça. Et c'est dans la continuité de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que moi, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que mes adversaires disent, je trouve ça toujours grotesque quand ils prétendent que je fais tout ça pour faire le buzz, comme ils disent, pour provoquer, pour me faire remarquer. Pas du tout. Je dis vraiment, je n'ai pas du tout l'impression de choquer et de provoquer, puisque, je vous l'ai dit en préambule, tout ce que je dis a existé. Tout ce que je dis était d'une banalité confondante. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose que j'ai décrit, analysé dans plusieurs livres. Il y a eu, de la part d'une certaine gauche, une volonté délibérée et très réussie de détruire le monde dans lequel nous vivons. Et pour détruire ce monde, ils ont employé le verbe. Ils ont employé les mots. C'est-à-dire qu'ils ont changé nos rapports aux mots. Ils ont changé les mots, ils ont changé nos rapports aux mots, ils ont changé le sens des mots. Vous savez, c'est le mot de Lénine que je cite souvent. Faites-leur manger le mot et vous leur ferez avaler la chose. C'est toute la méthode de la gauche
je ne sais pas comment on peut les appeler, des constructionnistes. Aujourd'hui, on appelle ça woke, mais à l'époque, c'était des marxistes, c'était la même chose. Il y a eu une volonté, sur plusieurs décennies, de certaines gauches successives, de détruire le cadre de l'État-nation, de détruire le cadre de la famille traditionnelle, de détruire même aujourd'hui le cadre des sexes, vous voyez, de subvertir tout cela et de les détruire. Donc, pour en revenir, moi, simplement, j'ai compris cela. Voilà. J'ai compris qu'ils voulaient nous imposer leurs mots et je refuse de prendre leurs mots. Et j'impose mes mots. C'est ça qu'ils me reprochent. C'est pour ça qu'ils me traitent de tous les noms. Je refuse d'employer leurs mots. Je refuse de dire violence policière. Je refuse de dire féminicide. Je refuse de dire, d'écrire dans l'écriture inclusive. Vous voyez, tous ces mots-là, je les refuse. Et j'emploie mes mots. Et ça, c'est ma manière à moi de m'imposer et de résister à leur pression phénoménale. Et je pense que si ma parole a un écho, c'est parce que je passe par-dessus tout cela et les gens entendent les mots que j'utilise et se disent « mais il emploie les mots qu'on connaît ». J'entends bien. Je précise d'ailleurs qu'il y a de l'écho sur votre voix. Il y a beaucoup d'écho. Faites attention au son, s'il vous plaît. Michel, vous pensez le contraire, je crois. C'est-à-dire que pour vous, choquer, c'est prendre le risque de ne plus dialoguer. Oui, alors il y a des gens qui sont facilement choqués. Et quand je vois Éric Zemmour polémiste, je me dis, mais de quoi parle-t-on? Éric n'est pas polémiste. On en fait un polémiste, mais c'est pas son but. Moi, je crois que le défaut d'Éric n'est pas là. Il est qu'il continue dans la bibliothèque, qu'il est toujours dans la bibliothèque et que c'est tout à son honneur. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux gens comme si les gens étaient capables de comprendre des débats extrêmement techniques, des débats très pointus. Moi, je pense que et mon père et ma mère ne m'auraient pas laissé faire le malin. Je ne dis pas qu'Éric fait le malin, mais je veux dire, en utilisant des grands mots, en faisant le kéké, et puis en laissant croire que je pouvais impressionner. Ça n'aurait pas marché du tout. Éric s'adresse à tout le monde de la même manière, mais pas par le bas, ça n'est pas un populiste, mais par le haut. Il a vraiment l'impression qu'après avoir fait mouliner son intelligence sur, par exemple, les travaux de Paxton, il peut très bien parler à égalité aux gens, en leur disant qu'il est d'accord ou pas d'accord, etc. C'est-à-dire qu'il met le niveau très haut avec des gens qui peuvent ne pas comprendre. La subtilité de sauver des juifs, sauver les juifs. D'un seul coup, la presse s'empare de ce détail, ce point de détail, dirait d'autres, pour en faire une polémique en disant qu'il est polémiste. À un moment donné, on dit le problème, il est pas dans ce détail, il est dans le discours. Que dit cette phrase ? Elle est impliquée dans quel raisonnement? Est-ce que le raisonnement d'Éric Zemmour est juste ou pas? C'est ça le problème. C'est pas de faire de la sémantique. Moi, j'ai donc eu, je disais tout à l'heure, des parents qui étaient simples et modestes et n'auraient pas accepté qu'on fasse le malin. Et j'ai été 20 ans prof dans un lycée technique. C'est-à-dire que si on rentrait en disant « Pourquoi des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ?», on passait par la fenêtre. Ça ne marchait pas. J'étais fonctionnaire, 20 ans, et j'ai aimé ce métier, et j'ai aimé le statut de fonctionnaire. Il fallait donc faire un travail d'éducation. Et je pense que l'un des défauts d'Éric, c'est de croire tout de suite à l'intelligence des gens et de dire on y va tout de suite, et on a un débat de haute qualité et de haute tenue avec des gens qui ne sont pas à la hauteur, surtout les journalistes. Et donc... on appelle ça des punchlines. C'est ce qu'on va retrouver dans la presse demain. C'est pour les aider à faire leur papier. Et donc, il y a juste un moment donné où... Je vais arrêter parce que sinon, on va passer toute la soirée. Et donc, je vois bien la culture d'Éric quand je lis ses livres. J'ai lu son livre récemment, là, et on se dit, mais toutes les références qu'il faut avoir pour comprendre parfois un raisonnement, une allusion, une plaisanterie, un trait d'humour, etc., etc. Tout le monde n'est pas capable, parce que l'école étant ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a fait aujourd'hui, l'inculture est telle que c'est très difficile de pouvoir combattre au même niveau avec Éric. Moi, je pense qu'il faut de l'éducation populaire. Et qu'il faut dire, moi j'ai travaillé, j'ai lu La critique de la raison pure, c'est un livre extrêmement compliqué, je dois vous l'expliquer,
Donc, je ne vais pas commencer par dire comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles. Je vais commencer par le plus bas en disant on grimpe, on grimpe, on grimpe. C'est-à-dire que la provocation, elle est problématique parce que justement les gens ne comprennent pas. Certains se bloquent et puis il y a tout un système qui a surtout envie de fabriquer de la polémique parce qu'elle ne vit que de ça, cette époque. Parce que d'ailleurs, la polémique, c'est beaucoup d'argent sur le système médiatique. Il faut quand même se dire ces choses-là. Que les fameuses punchlines, c'est juste fait pour passer devant l'autre en termes d'audience et qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'on arrête de penser, on prend le détail dont je parlais tout à l'heure en disant prenez le détail pour le tout et ça vous suffira. Moi, j'ai aimé chez Sorel, Georges Sorel, qui reconnaît cette idée qu'il faut user du mythe plus que de la provocation. Quand le général de Gaulle doit gouverner la France, alors qu'il y a eu tellement de collabos, tellement de pétinistes, tellement de vichistes, tellement de girodistes, tellement de mitterrandiens, etc., il y a un moment donné où il faut créer un mythe. Il crée le mythe d'une France résistante. Le mythe, ça suppose un jour une démystification, une démythologisation, et parfois on tombe de haut. Mais je crois qu'il y a plus de vertu à faire fonctionner les mythes rassembleurs, une espèce de poétique, lyrique, gaulienne ou gaulliste, beaucoup plus que la provocation, parce qu'on sait très bien qu'on ne gagnera jamais avec des gens qui ont juste envie, dans un texte de 40 pages, d'aller chercher 2 mots, de pinailler sur les 2 mots en disant « Vous avez vu ce polémiste, que sait-il faire de la polémique? Il ne sait faire que ça, c'est un polémiste. » Et un polémiste, par définition, c'est pas quelqu'un qu'on tient en considération. On va pas débattre. Il n'est pas historien, il n'est pas agrégé d'histoire. Pour qui se prend-il? On entend ça en permanence. On se dit « Mais est-ce que c'est ça le problème ?» Je connais beaucoup d'agrégés qui disent beaucoup de sottises. Est-ce qu'il dit des choses vraies, des choses justes? Lisez au moins le chapitre avant d'aller chercher le mot pour aller faire une distinction sémantique. Donc je crois que dans un monde énervé, il est problématique d'utiliser la provocation. Je suis d'accord avec le raisonnement, mais j'allais dire, je n'en ai cure. Mais je ne dis pas ça pour vous, Michel, évidemment. Je dis ça parce que je pense que, évidemment, je prends de gros risques à faire ce que vous avez décrit. Vous avez 1000 fois raison, surtout que je suis l'objet d'un certain acharnement de beaucoup de gens. Mais je pense vraiment, et pour l'instant, l'histoire me donne plutôt raison, que même si les gens ne comprennent pas tout, n'ont pas toutes les références, vous avez tout à fait raison, en plus avec l'effondrement du niveau scolaire, c'est encore plus difficile. Mais même s'ils n'ont pas toutes les références, je pense qu'il y a quelque chose qui passe. Et qu'il y a un contre-discours à la doxa dominante qui passe. Et que même si vous voulez, il y a des gens qui prennent 20%, il y a des gens qui prennent 30%, il y a des gens qui prennent 50%, je pense que c'est bien quand même. Et que ça vaut le coup. Alors évidemment, le risque est énorme. C'est-à-dire que le risque, c'est qu'à chaque fois, j'ai des polémiques et qu'on me resserre à chaque fois les mêmes bêtises. Pétain récemment, ouais, encore Pétain, une fois. Vous devez regretter ça. Non, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout parce que je pense que mes contempteurs se font plus de mal qu'à moi. Mais c'est un pari, je reconnais. C'est un pari pascalien. C'est-à-dire que je pense que finalement, j'ai le mot de la fin. Encore une fois, c'est peut-être, comme dit Michel, c'est parce que je fais le malin, comme quand j'étais petit devant ma mère. Mais non, mais j'assume. Je suis pas freudien. J'assume. Ça se sait. J'aimais beaucoup faire le malin devant ma mère. J'aimais beaucoup quand elle me disait que j'étais intelligent et tout, donc j'assume très bien. Mais il n'empêche, je crois vraiment, plaisanterie mise à part, et pas du tout pour mon ego, etc., parce que c'est justement, je me fais insulter à chaque fois que je tente ça. Mais je pense qu'il en reste quelque chose. Je pense que les gens me sont reconnaissants de cela. Un, de ne pas avoir abaissé le niveau et d'avoir mis le niveau à un certain, même si ils comprennent pas tout, parce que je vois, il y a des gens de différentes, vous voyez, classes socioculturelles qui m'écoutent et qui me lisent. Il y a des gens, par exemple, qui me disent, et ça m'amuse beaucoup, qui me disent « Ah, ça fait 3 fois que je relis votre livre parce qu'il y a des mots que je ne comprends pas, il y a des références que je n'ai pas, donc je vais chercher, etc. » Mais c'est ma manière à moi un peu abrupte. Je vous l'accorde, Michel, pas très pédagogique, je vous l'accorde aussi. Mais voilà, c'est ma manière d'éduquer et d'enseigner. Et surtout, parce que moi, je n'oublie jamais cela, de combattre les gens qui nous détestent et qui veulent nous détruire. Parce que je ne suis pas un professeur, je n'ai pas cette prétention du tout. En revanche, je suis un combattant. Je combats
pour mes idées, pour la France, pour une certaine idée de la France, pour reprendre l'expression célébrissime. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent détruire cette idée-là. Donc je les combats. Et ma manière de les combattre, c'est celle-ci. Stéphane, juste 2 mots. Michel a quelque chose à vous dire. Non, j'entends bien, mais je crois que le risque, c'est la blessure et l'humiliation. C'est-à-dire dans un univers qui est devenu violent, je disais tout à l'heure, écorché, inculte. Il est difficile d'avoir des débats avec des gens à qui on est obligé d'expliquer. Je vous entendais l'autre jour utiliser un conditionnel en disant « ah yes ». Je me suis dit, il faut effectivement dire « ah yes » justement pour préciser. Mais combien de gens savent que « AI » ou « ah yes », ça suppose le futur ou le conditionnel, et que s'il y a un « s », ça suppose des conditions. S'il n'y a pas de S, il n'y a pas de condition. Il est bien de le signaler, mais juste dire « ah, mais j'avais bien précisé qu'il y avait un S », plein de gens ne sont plus capables de voir la précision. Donc je pense que c'est mon pessimisme qui consiste à dire attention à ne pas prendre les gens pour plus intelligents qu'ils le sont, dans un univers où on leur a appris justement, désappris à lire, écrire, compter, etc. Mais surtout, on ne leur a pas appris à penser, à réfléchir, à avoir le sens de la nuance, de la subtilité, de la délicatesse. Et on y va vraiment au bulldozer. Et là, effectivement, on est un salaud, une ordure, un vichiste, un pétiniste, un stalinien. Enfin, on arrive à dire des choses totalement sottes juste parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on pourrait, au-delà de la sémantique, aller au-delà de la phrase, du mot que vous n'aurez pas compris, pour qu'on envisage la phrase et peut-être même l'idée. Donc ça, je pense que c'est dommage de prendre le risque de blesser, toujours, des gens qui peuvent estimer que vous seriez antisémite, que vous seriez raciste, que vous seriez xénophobe, parce que c'est facile de le laisser croire quand on a envie de le laisser croire, c'est facile de le dire et de faire de telle sorte que ça mouline et que ça tourne sur le net, et c'est difficile d'aller expliquer que le racisme ou la xénophobie ou l'antisémitisme, c'est pas très exactement ça, parce qu'aujourd'hui, les mots ont perdu de leur sens, ont perdu de leur valeur, et c'est difficile d'estimer qu'on doit pouvoir parler comme si les gens avaient été formés dans les écoles qui ont été les nôtres. Alors, on va essayer de continuer, pardonnez-moi. Non, mais en plus, j'ai rien ajouté, simplement, c'est le risque que je prends. Entendu. On me précise que vous êtes bien en termes d'égalité de temps de parole, donc je m'en félicite. Merci messieurs de jouer le jeu. Puis ça me change, quelqu'un qui ne me coupe pas la parole toutes les 30 secondes. Donc alors, merci. On va laisser ces problèmes de forme et aller au cœur des choses maintenant. Je voudrais qu'on parle ensemble de la question de la guerre civile. Vous êtes à peu près d'accord tous les deux, nous sommes dans un climat de guerre civile et il y a une attente très forte des Français pour l'échéance qui vient sur le thème de la sécurité, dont je rappelle qu'il est un droit fondamental. C'est d'ailleurs le thème de notre dernier numéro, Michel, Front Populaire, qui était consacré à la sécurité qui est une liberté aussi, ne l'oublions pas. Mais j'ai une question un peu vacharde à vous poser. Est-ce que vous pensez que devant l'ensauvagement de la société, il faut permettre aux Français de se réarmer? Je vais d'abord la poser à Michel, cette question. Se réarmer. Alors, réellement, c'est-à-dire... Réellement. Oui, intellectuellement, la réponse est oui. Moi, j'ai fait une partie de mes études avec Madame Goyard, qui était professeure de philosophie politique et juridique, et on avait une lecture de Hobbes qui n'était pas exactement la même, parce que moi, j'ai lu l'œuvre complète de Hobbes, et il y a 3 ou 4 lignes qui nous permettent de savoir ce qu'est véritablement la pensée de Hobbes. Hobbes dit, dans la nature, il y a une espèce de sauvagerie naturelle. Et il faut passer un contrat social pour faire de telle sorte que chacun renonce au pouvoir de nuire sur autrui, chacun ayant renoncé au pouvoir d'autrui, il obtient la sécurité que l'État lui confère. C'est le contrat social. J'ai renoncé à nuire, mais en même temps, l'État me protège. La question, et alors Hobbes dit, si l'État ne protège plus, alors on peut recouvrer la liberté d'origine. La liberté de dire, je vais régler le problème par moi-même. Beccaria, par exemple, qui passe pour le héros, qui nous dit, dans plein XVIIIe siècle, avec son traité des délits et des peines, qu'il ne faut pas torturer, qu'il faut abolir la peine de mort, très bien, dit qu'il faut armer les gens. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Révolution française, on imagine qu'une partie de la sécurité peut être assurée par le fait que des gens puissent être armés et tenir en respect des individus en leur disant bah, « écoutez, la police n'est peut-être pas là, mais moi je suis là et on va régler le problème de cette manière-là ». C'est au moins un débat. J'aurais longtemps dit non. Eric aussi, je présume, enfin on est tous weberiens, on sait que l'État dispose du monopole de la violence légale et qu'on ne peut pas faire la loi par soi-même. Mais quand la loi n'est plus faite, plus aucune loi n'est faite. C'est-à-dire, c'est la loi de la jungle. C'est-à-dire que ce sont les délinquants qui font la loi. Eux, ils sont armés.
Que fait-on avec des gens qui disent mais moi je suis armé, je suis délinquant, la loi je n'en ai rien à faire? Une C'est justice. pour ça que je vous pose la question. Voilà. Et c'est pourquoi je vais répondre. Et il y a un moment donné où on se dit mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors l'idée d'un armement de style américain, du genre les armes sont en vente libre, vous allez vous acheter un arsenal, vous faites comme vous voulez, etc., me semble excessif. Même si le Normand que je suis, c'est que les chasseurs sont nombreux et que les fusils de chasse ne sont pas à l'origine de beaucoup d'homicides. Les homicides, ils sont rarement faits par des chasseurs qui tuent tel ou tel. Première chose. La deuxième chose, c'est que je me dis que nous avons une police extraordinaire, une gendarmerie extraordinaire, des militaires extraordinaires. On le dit de temps en temps en disant « là là, ils sont formidables » et puis après on passe à autre chose et on les renvoie au combat. On a aussi des gens qui sont des réservistes et je ne verrais pas d'un mauvais œil que ces gens-là soient armés en permanence. C'est-à-dire qu'ils aient la possibilité de se déplacer avec des armes, ils sont des représentants de la loi et qu'ils puissent également en faire un certain usage de menaces, usage pour calmer ou éventuellement, quand il y a un terroriste qui est en train de commettre ses forfaits, d'utiliser ces armes. Donc l'idée d'une espèce de démocratisation de l'armement en disant tout le monde peut s'armer, je ne suis pas pour, mais l'idée d'une aristocratisation qui permettrait aux gens qui sont dans la loi, qui ont prêté serment, qui sont dans la police, qui sont dans la gendarmerie ou qui sont dans l'armée de réserve, je ne serais pas gêné du tout par le fait de savoir que dans un train à côté de moi, il y a quelqu'un qui est un officier ou un sous-officier qui porte son arme en étant habillé en civil. J'ai hâte de connaître votre opinion là-dessus. Pas une question facile. Non, c'est pas une question facile, surtout que Michel sait bien que la Révolution française a justement donné à chacun le droit d'être armé. On a oublié que les gens ont fait la Révolution française d'abord pour avoir des armes comme les aristocrates, pour pouvoir chasser, etc. Et que tout de suite, la Révolution française a canalisé cela. Ce que dit Michel, en fait, ça s'appelle la garde nationale dès 1789, c'est-à-dire des bourgeois armés et qui défendent et qui protègent et qui, un jour, attaquent les gardes suisses pour renverser la monarchie. Et c'est le 10 août 1792. Donc il y a un sens politique à cela. Donc je pense que pour l'instant, nous avons encore, Michel l'a dit lui-même, la police, la gendarmerie, éventuellement l'armée, qui peut nous défendre. Parce qu'en fait, Michel a cité Hobbes, mais moi je ne pense pas que nous soyons dans le monde de Hobbes. C'est-à-dire que je pense plutôt que nous sommes dans le monde de Ibn Khaldoun. Je m'explique. Ibn Khaldoun, historien, on dit qu'il a plus ou moins inventé la sociologie au XIVe siècle, et il réfléchit sur l'évolution de la société, et des sociétés, et des empires, comment les empires meurent. Vous savez, c'est depuis la chute de l'Empire romain, tout le monde réfléchit à comment les empires vivent et meurent. Et lui a une thèse que je trouve tout à fait conforme à ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, en fait, les sociétés sont divisées en deux, entre les sédentaires et les nomades. Les sédentaires travaillent, payent des impôts, enrichissent la société, et il y a des nomades qui sont aux confins de la société et qui, dès que les sédentaires sont affaiblis, parce que la croissance, la prospérité, ça affaiblit, ça désarme, ça amollit, en profite pour les attaquer et les voler, les piller, etc. Je pense que nous vivons exactement ce temps-là. C'est-à-dire que nous sommes exactement dans une situation où les sédentaires amolis sont agressés par des nomades venus du sud de la Méditerranée. Alors, que faire? Il faut, et alors là on revient à Hobbes, il faut l'État, le retour de l'État, de la fermeté de l'État. Si l'État faiblit? Mais l'État ne doit pas faiblir. S'il faiblit comme actuellement? S'il faiblit, ne mettons pas dans cette situation. Je pense qu'il faut au contraire rétablir la puissance de l'État, rétablir la force de l'État. C'est-à-dire qu'il faut que l'État reprenne en main cette situation. Je prendrai une deuxième comparaison historique. Je pense que nous vivons aujourd'hui dans une situation un peu comparable à ce qu'ont vécu les Chinois à la fin du XIXe siècle. Je m'explique en deux mots. À la fin du XIXe siècle, la Chine était très affaiblie. Et donc les puissances occidentales, qui étaient à leur zénith, qui colonisaient le monde entier, ont trouvé un moyen original, si j'ose dire,
de dépecer la Chine. C'est ce qu'on appelait, non, la guerre de l'opium, oui, d'ailleurs, bravo, parce que c'est ce à quoi je pensais, mais à des concessions. C'est-à-dire que la Chine était obligée, tellement affaiblie qu'elle était, de concéder des portions de son territoire à l'Angleterre, à la France, aux États-Unis, à l'Allemagne. Et dans ces territoires, la loi n'était plus chinoise. C'était des territoires chinois, mais la loi n'était plus chinoise. Elle était anglaise, française, américaine, vous voyez, selon les concessions. Je pense que nos banlieues aujourd'hui sont des concessions. C'est-à-dire qu'il y a une population étrangère qui a conquis ces territoires et à qui l'État français, par faiblesse, a accordé cette concession. Nous sommes en régime semi-colonial. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, dans les banlieues, un système de concession et l'État ne veut pas le reconnaître, exactement comme la Chine à l'époque disait non, non, nous avons gardé notre souveraineté, etc. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Donc il faut, c'est pour ça que je réponds à votre question sans répondre à votre question. Il faut que l'État reconquiert ces concessions qu'il a, par sa faiblesse, accordées. Alors, j'ai l'impression que c'est juste une question de volonté de l'État pour reconquérir les territoires perdus de la République. Je voudrais que l'on découvre la question de Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Vous vous souvenez de ce capitaine de gendarmerie qui est à l'origine de la tribune des militaires il y a quelque temps. Est-ce qu'il suffit de changer de paradigme politique pour reconquérir les territoires de la République? C'est sa question. Bonjour Monsieur Onfray, bonjour Monsieur Zemmour. Je m'appelle Jean-Pierre Fabre-Bernadac et suis le président de l'association Place d'Armes. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée émue pour le caporal-chef Maxime Blasco, héros et patriote convaincu, mort au champ d'honneur, loin de sa terre natale. Voilà ma question. Suite à ma lettre au gouvernant, dite faussement lettre des généraux, 49% des Français ont indiqué, dans un sondage, vouloir que l'armée agisse même sans l'aval des dirigeants, montrant ainsi leur défiance des gouvernements successifs. Vu cet état d'esprit, un nouveau président peut-il changer la donne alors que, comme vous l'avez indiqué vous-même, nous avançons inexorablement vers une implosion du pays et que l'anti-France s'est infiltrée dans toutes les institutions? Alors, réponse. Pourquoi c'est pas une question qu'on pose au candidat on a dit. Non, mais je vais répondre rapidement. Non, je plaisante. Non, non, mais j'ai compris. Je pense que oui. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut encore montrer sa fermeté. On a tous les moyens, on a la police. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je connais, on m'explique que ce n'est pas possible si toutes les banlieues flambent en même temps, qu'on ne tiendra jamais. Je connais tout cela. Mais il me semble que c'est encore possible aujourd'hui. Je pense que nous avons commencé une dégradation terrible. C'est pour ça que ça m'agace considérablement quand on me dit que je pousse à la guerre civile. Moi, j'ai l'impression que quand on égorge un professeur en pleine rue, c'est déjà quelque chose qui ressemble à une guerre civile. Quand on... Vous voyez, je vais pas ressasser les prêtres dans les églises, la pauvre commissaire dans son commissariat, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que on a souvent connu des guerres civiles en France. Ce qu'on a oublié, c'est que ça met beaucoup de temps à prendre des proportions monstrueuses. Je vous donne un seul exemple. Tout le monde a en tête la Saint-Barthélemy, 1572, 26 août 1572, un massacre de protestants. Tout le monde a oublié qu'en vérité, les affrontements entre protestants et catholiques, ça fait 50 ans que ça dure. Vous voyez qu'il y a une montée lente aux extrêmes, et que ça ne tombe pas du ciel. En l'occurrence, ça fait 50 ans que les deux s'affrontent et qu'il y a des exactions de part et d'autre, et que la Saint-Barthélemy est une espèce d'explosion de fureur à l'occasion d'un événement anecdotique. Tout ça pour vous dire qu'on est déjà dans la guerre civile. Et que qu'est-ce qui provoque la Saint-Barthélemy, contrairement à ce qu'on croit? C'est la faiblesse du pouvoir royal,
qui essaie justement de faire des concessions à tout le monde, aux catholiques, aux protestants, et qui n'impose pas sa fermeté. Quand le pouvoir royal, c'est d'ailleurs l'origine de la monarchie absolue, en vérité. On a inventé la monarchie absolue en France pour régler cette question religieuse. Quand le pouvoir royal, Henri IV, puis surtout Louis XIII et Richelieu, vont montrer leur force, ça sera fini. Vous voyez, il faut bien comprendre ça. C'est la faiblesse qui fait la guerre civile, c'est la force qui l'empêche. Michel. Moi, je pense qu'il faut contextualiser la banlieue et qu'on ne peut pas être dans une logique un peu idéaliste en disant les banlieues, banlieue avec un B majuscule, en disant voilà, il y a un problème des banlieues. Il arrive de la drogue dans les banlieues et il sort de la drogue des banlieues. Donc ma question, c'est d'où vient-elle, cette drogue, et où va-t-elle? Et on ne peut pas imaginer que, parce que je plaisantais tout à l'heure, parce que notre militaire posait la question à un chef d'État en posant la question pourrait-il, etc. Moi, je fais un travail de philosophe en disant mais il y a des pays qui fabriquent cette drogue. Le Maroc, l'Afghanistan, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Nous avons de bonnes relations avec ces pays-là. Il n'y a pas de problème. Pendant des années, d'ailleurs, la France justifiait la présence militaire en Afghanistan. Que s'est-il passé? On faisait quoi contre la culture de la drogue? On sait aujourd'hui qu'avec les satellites, on peut voir très précisément dans un champ si on fait des betteraves, du maïs ou de la drogue, ou du pavot, de la culture du pavot. Donc il y a déjà un problème de politique internationale, de politique étrangère et de capacité. Je suis d'accord avec Eric sur l'idée qu'il faut effectivement permettre à l'État d'exister à nouveau, mais ça c'est Maastricht. Depuis qu'il y a Maastricht, il n'y a plus d'État. Le but c'est ça, c'est quand même de détruire l'État. Donc d'une certaine manière, c'est de permettre aux banlieues d'être ce qu'elles sont et de fonctionner comme elles fonctionnent. Mais il y a d'abord les pays qui fabriquent de la drogue et qui peuvent sans difficulté la faire circuler. Ça, il n'y a aucun problème quand ce sont les États qui gèrent ces choses-là. Et puis après, il y a les gros dealers, puis les petits dealers, et puis les dealers qui, dans les banlieues, vendent à qui? À des consommateurs. On entend régulièrement des gens du showbiz nous expliquer qu'ils se sont fait des lignes de coke, qu'ils ont pris ceci, qu'ils ont pris ça. Il n'y a pas de problème contre ces gens-là. C'est même un peu mondain, c'est même un peu normal. On nous explique que chez machin, chez bidule, chez Adèle, il y avait des saladiers de cocaïne. Ça ne pourra nous donner les adresses. Je pourrais commencer par donner les noms, mais tout le monde les connaîtrait et personne ne serait étonné des noms que je pourrais donner. Donc je pense que plutôt que d'aller voir uniquement dans les banlieues, la banlieue c'est un petit rouage dans une grosse machine. L'argent de la drogue, c'est l'argent de la mafia, c'est donc l'argent de la politique planétaire. C'est clair, c'est très clair. Comme j'ai eu une conversation avec une amie qui a été ministre de la culture en Haïti et qui m'expliquait comment les États-Unis avaient la main mise sur Haïti et comment, par exemple, la famille Clinton détournait l'essentiel de l'argent qui part là-bas, etc. Donc il y a une grande mafia planétaire. Un chef d'État, c'est bien, notre ami parle du chef de l'État, mais le chef de l'État, il pilote un État dans un monde. Et le marché de la drogue, c'est pas juste la banlieue. Pas aller s'exciter sur les banlieues ou contre les banlieues en disant le problème il est là, point à la ligne. Non, il y a des pays producteurs. Comme par hasard, nous ne sommes pas fâchés avec ces producteurs. Comme par hasard, ces pays producteurs peuvent exporter. Et comme par hasard, la chasse, elle commence quand on a des petits dealers. Même les gros dealers nationaux sont des petits dealers par rapport à la planète. Et puis après, cette consommation. Qu'est-ce qui fait que la France est devenue le pays où on boit le plus, où on consomme le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, de drogues? Qu'est-ce qui fait que des enfants peuvent rentrer au collège en ayant fumé des pétards? Au collège, je dis bien. Au collège. Moi, j'ai connu des gens qui, au collège d'Argentan, m'avaient dit qu'effectivement, des enfants fumaient des pétards avant de rentrer en classe. Donc je pense que c'est une question de civilisation, plus qu'une question de police, plus qu'une question d'armée, plus qu'une question de envoyons l'armée là-bas et puis réglons les problèmes. C'est une question de civilisation, là encore. Si nous étions capables d'aller prendre les problèmes à la racine, mais il faut une volonté. Or, il n'y a pas de volonté. C'est tellement facile de diriger un peuple d'alcooliques, un peuple de gens qui se droguent, un peuple de gens qui sont en permanence avec des pétards en estimant que ça fait partie de leur quotidien. Il faut voir, c'est-à-dire que les gens qui fument du crack, là, on sait très bien où ils sont. La plupart sont sans papier, pourquoi on fait rien? On les déplace. Ils sont dans l'illégalité, on les déplace, on dit non, ça fait partie de la vie. Finalement, les drogués, c'est formidable quand on a un peuple de drogués. On les maintient sous addiction avec des salles de shoot, mais absolument, alcoolisés, ou qui prennent des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs, qui sont devant leur télévision, qui regardent les séries, et qui, etc. Mais effectivement, c'est un défaut de civilisation plus qu'un défaut de police.
Je crois que l'armée pourrait potentiellement, peut-être, résoudre ce genre de problème. Mais moi, je pense qu'un chef d'État qui, justement, poserait la question en termes de civilisation en disant « Mais qu'avons-nous fait pour avoir un peuple qui est à ce point dans la détestation de soi-même » Parce que consommer toutes ces choses-là, il faut quand même ne pas s'aimer beaucoup. Alors, Éric, vous avez réfléchi pendant ce que disait Oui, absolument, Michel. absolument. Je vais même abonder dans son sens au départ en disant que personne n'a remarqué en Afghanistan que lorsque les talibans sont revenus, que personne n'a fait la remarque que le seul moment où l'Afghanistan n'a plus produit de drogue, c'est lorsque les talibans gouvernaient dans les années 90, comme par hasard. Absolument. Et si vous permettez, les Américains avaient dit quand vous ne produirez plus ce genre de choses, on vous aidera, on vous donnera. Exactement. Et l'argent n'est jamais arrivé. Et exactement. Donc c'est quand même très révélateur. Ça, je vais tout à fait dans le sens. Et pareil pour Donc, le Maroc. le trafiquant en chef, on voit bien qui c'est. On est d'accord. Et le Maroc, là, ce ne sont pas les États-Unis. Et c'est la même chose. Effectivement, les autorités françaises sont complices, au moins passivement, puisque on est évidemment le roi du Maroc, on le laisse faire, etc. Et le Maroc, d'ailleurs, le Maroc nous envoie sa drogue et ses mineurs isolés. Ça fait beaucoup. Alors, je pense que, donc, si je suis d'accord sur ce point, il n'empêche qu'il y a un vrai problème qui est plus global que ça encore, si j'ose dire, plutôt qui est un autre problème global, qui est que le trafic de drogue permet à ces entités, ces enclaves étrangères que j'ai décrites tout à l'heure, les fameuses concessions dont je parle, de vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'elles ont un système économique viable qui est le trafic de drogue et qui permet de nourrir beaucoup de gens, qui permet d'arroser beaucoup de gens, comme la mafia dans l'Italie du Sud. La mafia dans l'Italie du Sud, l'Italie, pouvoir réputé faible, n'hésite jamais à envoyer son armée pour combattre la mafia. Donc, je pense qu'il y a quand même une spécificité française. Maintenant, effectivement, la dernière remarque que fait Michel est fort pertinente. Pourquoi nous sommes le pays qui a des records comme ça de consommation de drogue, même si j'ai bien compris dans les statistiques, les gens, c'est surtout entre 20 et 30 ans, enfin jusqu'à 30 ans. Après, il y a une baisse, mais évidemment, il y a la jeunesse suivante, si j'ose dire, qui prend le relais. Je pense effectivement qu'il y a un mal-être profond du peuple français. Je pense que ce mal-être vient de l'angoisse sur l'avenir du pays. Je pense ça. Je ne pense pas que ça soit un mal-être existentiel, personnel, parce qu'on n'est plus que dans la consommation, enfin les explications habituelles. Mais ça, c'est une discussion qui nous mènerait trop loin. Alors, derrière la guerre civile, messieurs, il y a la guerre de civilisation. Alors, Éric, vous dites qu'on assiste à la mort de ce que De Gaulle appelait la vieille nation de race blanche, de culture gréco-romaine, de religion chrétienne. Pour vous, Éric, c'est le grand remplacement ethnique et religieux qui est le grand péril. Et pour vous, pardon d'avance d'être un peu ironique, mais Michel, vous voyez le temps très très long. Alors vous dites que vous aimez le temps long. Michel voit le temps très très long parce que pour lui, derrière la guerre de civilisation, le grand danger, c'est plutôt le transhumanisme, vous voyez ? La marchandisation du corps, les travaux pour retarder la mort. C'est ça qui arrive et qui menace totalement notre modèle civilisationnel. Michel, c'est ça le péril principal, plus que la guerre de civilisation, c'est-à-dire l'islam en France ? Oui, je pense, oui. Il y a beaucoup de Pas une livres. bonne nouvelle ce soir. Non, mais c'est ainsi. En même temps, on va pas déplorer, mais c'est difficile de réfléchir aux conditions de la fin de Rome. Il y a un nombre considérable de livres qui viennent nous expliquer pourquoi il y a eu la chute de Rome. Est-ce qu'elle a même eu lieu? D'autres disent non, il y a une antiquité tardive, c'est pas une décadence, etc., etc. Bon, il y a des débats considérables. Il se fait que moi, j'ai travaillé sur cette question-là. J'ai écrit un gros livre qui s'appelle Décadence, mais un petit livre que j'ai fait après être allé aux Marquises, aux îles Marquises. C'était très intéressant pour moi de travailler sur une petite civilisation,
Parce que Ségalen, qui est un grand poète, qui est un philosophe aussi pour moi, écrit un livre qui s'appelle Les Immémoriaux, au début du XXe siècle, 1907. Je crois qu'il voulait d'ailleurs avoir le prix Goncourt avec ça. C'était un roman, mais en même temps un roman tellement soutenu par de l'ethnologie et des récits ethnologiques et ethnographiques, c'était assez formidable. Et il raconte dans ce livre comment une civilisation s'effondre. Et je pense que là-dessus, Éric et moi, on ne sera pas d'accord du tout. Parce qu'on dit, oui, les missionnaires sont arrivés et ils ont imposé leur civilisation. C'est comme ça que finalement la civilisation maori a disparu. Ségalen ne dit pas du tout. Si les j'allais dire les séminaristes, mais si les jésuites peuvent arriver et prendre cette place, c'est parce que la civilisation est déjà morte. Ça n'est pas l'arrivée des chrétiens qui détruit cette civilisation, c'est parce qu'elle est détruite que les chrétiens peuvent arriver. C'est-à-dire qu'il explique qu'il y a une tradition, et cette tradition, avec des petites cordes à nœuds, permet aux anciens de réciter les généalogies, c'est-à-dire de raconter l'histoire. Donc on dit machin, fils de bidule, fils d'un tel, etc. On raconte les récits héroïques, les récits des dieux, les récits des demi-dieux, etc. Et Ségalen raconte que le village est réuni et que le personnage est en train de raconter le récit mythologique, la généalogie, l'histoire. Et à un moment donné, il s'arrête, il ne sait plus, il ne trouve plus. Il a perdu la généalogie. Ségalen dit ça y est, la civilisation est morte. Quand on n'a plus le sens de l'histoire, la connaissance de l'histoire, quand on ne sait plus que nous sommes inscrits dans un long temps, dans un plus ou moins long temps, alors à ce moment-là, les missionnaires peuvent arriver. Mais ce ne sont pas les missionnaires qui sont responsables de la fin de la civilisation. C'est l'incapacité qu'ont eu les Maoris de tenir leur civilisation en estime. Si on aime sa civilisation, si on aime sa culture, les autres comptent pour rien. Je crois donc que ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, on a l'impression que certains veulent prendre la France, mais c'est parce que la France est prise déjà, elle est déjà effondrée, elle est à prendre. Et il y a une telle détestation de soi, et moi c'est plutôt mon problème, pas tant ceux qui voudraient s'installer. Il suffirait parfois de leur dire qu'on ne le souhaite pas, qu'ils ne le feront pas, que nous ne voudrons pas, parce que nous aimons la France, sa culture, sa façon d'être, ses traditions, ce que j'ai appelé un lignage qui permet à Montaigne, à Rabelais, à Marivaux, à Victor Hugo, voilà, de dire voilà, la France c'est ça. Je pense qu'on pourrait déjà commencer par ça. Nous sommes morts du fait de ne pas nous aimer. D'autres arrivent en disant « on ne vous aime pas ». Et je crois effectivement que si on pense, et c'est l'une des vertus d'Éric, c'est-à-dire de penser en termes de longue durée. Mais là, je travaille sur l'esthétique, je lis Malraux intégralement, il y a des choses très intéressantes, c'est-à-dire que pour le coup, il faut penser en termes de millénaires. Quand le général de Gaulle dit « je vous le dis depuis 1000 ans », c'est drôle, mais en même temps, on se dit « eh oui, c'est ça la perspective, c'est pas 100 ans, aujourd'hui c'est 5 ans ». Et c'est même parfois 7 mois. Mais aujourd'hui, c'est 5 ans la perspective, et on dit voilà. Mais quelqu'un qui dirait, comme le général de Gaulle, moi c'est 1000 ans, ma proposition, alors là, c'est quand même nettement plus intéressant. Oui, il y a un certain nombre de facteurs de décomposition de l'Europe judéo-chrétienne. Ça paraît évident, l'islam en fait partie, mais petitement. Il n'y a pas que l'islam. Tous ces gens qui, justement, sont dans le dégoût d'eux-mêmes, dans cette espèce d'envie d'échapper à soi-même. On parlait tout à l'heure de la drogue, de l'alcool, des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Il y a tout ça. Et je pense que... alors, il y a la démographie. Là aussi, je suis d'accord avec Éric. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un effacement du judéo-christianisme. Mais je pense que ce qui va advenir après, peu importe, on sent bien que ça va être une espèce de cosmopolitisme. Ce qui n'est pas très important pour moi, ce qui est plus important, c'est que nous commençons à préparer une civilisation transhumaniste. Et que si vraiment, il y a effectivement les gréco-romains qui ont rendu possible les judéo-chrétiens, il y a un moment de tuilage comme ça. L'idéologie woke, la cancel culture, contribue à détruire tout ça avec un certain nombre de théories, de thèses qui préparent le transhumanisme. Cette idée qu'il n'y a plus d'hommes, qu'il n'y a plus de femmes, que des petites filles de 8 ans ou des petits garçons de 8 ans peuvent dire qu'ils ont envie de changer de sexe depuis 4 ans. L'idée qu'on devrait pouvoir aujourd'hui, si on n'a plus le projet d'avoir un enfant, avorter quelques jours avant la date légale, avant le jour où peut-être cet enfant aurait pu naître. Cette idée qu'on peut acheter des ovules, des spermatozoïdes, qu'on peut louer des utérus, qu'on peut vendre des enfants. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît là nous montre que finalement le personnage qui devrait nous intéresser aujourd'hui, c'est Elon Musk, plus que le grand moufti de Jérusalem ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que ce vers quoi nous allons, c'est effectivement ça. Réification, c'est-à-dire transformation des gens en choses, objectivation, transformation en objet. Il s'agit de dire un enfant n'existe pas en dehors du projet que vous en avez. Vous aviez un projet d'enfant, il devait naître. Cet enfant ne naîtra pas parce que si vous voulez, vous pouvez tuer cet enfant. Je rappelle que le Sénat n'a pas voté cette loi, mais que l'Assemblée nationale l'a votée et que c'était une proposition
de toute la gauche, des écologistes, du Parti socialiste, du Parti communiste et de la France insoumise. Ces gens qui normalement étaient censés s'occuper des plus pauvres disent, vous pouvez aujourd'hui, si vous ne voulez plus de cet enfant, en finir, nous allons tuer cet enfant et nous allons le détruire, etc. Je pense que ça, un jour, si d'autres sont encore capables de lire, de voir et de savoir ce qu'est notre présent et ce qui sera devenu leur passé, découvriront que effectivement, la chose était bien dite. Il y a des gens qui auront le droit d'être des hommes et d'autres qui seront des sous-hommes. Je pense que nous allons vers un inhumanisme et que ça va très vite. Déjà, actuellement, à l'heure où nous parlons, sur la côte ouest aux États-Unis, il y a une truie qui s'appelle Gertrude, dont le cerveau est pucé et on lui donne des informations numériques. C'est-à-dire qu'on fabrique dans le cerveau de ce cochon des souvenirs de choses qu'elle n'aura pas vécues. Ça veut dire qu'on peut enlever les souvenirs de choses qu'elle aura proprement vécues, et ce qui est possible sur cet animal est possible sur les humains. Quelle force spirituelle s'opposera à ça? Alors, seule une force spirituelle le pourrait, il n'y en a pas. Moi je pense que la vraie crainte, elle est là. Alors Michel nous dit que c'est foutu. On a un petit peu les musiciens sur le pont du Titanic. Éric, vous aviez pensé à ça? Moi, j'ai beaucoup moins d'imagination que Michel. C'est réel. Je sais bien. Mais en revanche, je le suis sur le temps long de 1000 ans. Je vais essayer de dire exactement ce que je vois, moi, sur justement l'évolution depuis 1000 ans. D'abord, évidemment que c'est parce que nous sommes faibles que tout cela nous arrive. Vous savez, c'est le mot de Léopold Senghor, l'ancien président sénégalais, quand ses propres compatriotes l'agaçaient avec la responsabilité du colonisateur français. Il disait, pour être colonisé, il faut être colonisable. Donc évidemment que c'est la faiblesse de l'un qui explique la force de l'autre. Mais je vais vous dire, et c'est là mon point de désaccord avec Michel ce soir, je pense que c'est une facilité. C'est-à-dire, et même un brin de complexe de supériorité. Comme si l'autre n'avait pas de volonté propre. Comme si tout ce qui nous arrivait était de notre fait. Même le suicide, même la mort, c'était nous qui étions responsables. Eh bien non, l'autre existe, l'autre a une volonté. Surtout qu'il est porté par justement ces 1000 ans. Je pense, après avoir lu René Grousset, Histoire du monde, qui explique ça remarquablement, qu'en fait, il y a un conflit entre l'Orient et l'Occident depuis la Grèce antique, quand les cités grecques s'opposaient à la Perse. Et que la domination de l'Occident, d'abord par la pensée grecque, puis par la puissance de l'Empire romain, en face, l'Orient a cherché désespérément des moyens de prendre sa revanche. Je pense d'ailleurs que, et Grousset l'explique très bien, que les révoltes juives, vous savez, contre l'Empire romain, sont des tentatives de révolte de l'Orient contre cet Occident, j'allais dire, sur de lui et dominateur. Mais, finalement, l'Orient a trouvé son champion. Et son champion, c'est l'islam. Parce que l'islam, c'est, si vous voulez, à partir du moment où Mahomet passe de la Mecque à Médine, c'est là que commence l'hégire, et c'est le moment où Mahomet devient non seulement chef religieux, mais chef de guerre et chef d'État. C'est-à-dire que l'islam, c'est quelque chose un bloc fermé, État, société, religion. Et c'est ce champion-là de l'Orient qui s'oppose à l'Occident. Alors depuis 1000 ans, il y a des mouvements de flux et de reflux. La foudroyante avancée des cavaliers arabes au 7e siècle, c'est évidemment une offensive extraordinaire. Et puis, il y a des moments de reflux. À chaque fois, ils sont expulsés d'Espagne au bout de 7 siècles. Puis, petit à petit, ils continuent quand même à menacer toutes les côtes. Qu'allait-il faire dans cette galère? Tout le monde connaît cette réplique dans la pièce de Molière. Qu'est-ce que c'est qu'allait-il faire dans cette galère? C'était les galères turques qui venaient d'Alger et qui attaquaient, qui prenaient des gens français à Toulon, sur la côte méditerranéenne, et qui les emmenaient comme esclaves. On est sous le règne de Louis XIV. On n'est pas sous un petit roi. On est sous le règne de Louis XIV, et Louis XIV ne peut rien faire. Puis, il y a l'extraordinaire
domination occidentale. L'Occident prend sa revanche. Et c'est la Renaissance, le XVIIIe siècle, la Révolution française. C'est surtout la conquête de l'Égypte par Bonaparte. Là, il y a une date charnière. Parce que, oui, il y a une scène absolument incroyable quand Bonaparte convoque tous les imams en leur disant bon, alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Et il lui dit, les autres répondent mais on te combattra, etc. Et Bonaparte rigole et monte ses canons et dit qu'est-ce que vous avez en face de ça? Et les imams disent le Coran. C'est là un affrontement de civilisation presque pur. Vous voyez, dans ça, il faut bien comprendre le degré de sous-développement que connaît à l'époque le monde musulman. Je donne un seul exemple que j'ai lu, le confinement a été utile, j'ai lu enfin la correspondance de Napoléon, que je n'avais jamais eu le temps de lire, et à un moment, on est en 1798, il est en Égypte, il écrit à Joséphine, donc évidemment, il lui raconte, etc., il lui raconte comment il a massacré avec ses canons les Mamelouks, qu'il admire en même temps parce qu'ils ont des costumes extraordinaires, chamarrés, etc., qui mettent, dit-il, tout leur argent dans leurs costumes. Et il dit, on a un gros problème, on ne peut pas manger de pain. Je lis ça, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi ils ne peuvent pas manger de pain? Et il ajoute, eh ben c'est simple, ils ne connaissent pas le moulin. Et donc, ce sont mes soldats qui leur apprennent à construire des moulins, à les faire marcher, et donc à faire du pain. On est en 1798. Il y a des moulins en France depuis le XIIe siècle. Donc vous voyez le décalage intellectuel, scientifique, technique, politique. Là, on est au sommet de la domination occidentale qui va évidemment porter toute la colonisation. Porter avec cette colonisation le dynamisme démographique, très important. Je vous donne un seul exemple. Quand les troupes de Charles X débarquent en 1830 en Algérie, la France, nous sommes 28 millions. Pour vous donner une idée, c'est autant que la Russie de l'époque. En face, en Algérie, territoire immense, combien sont-ils? 2 millions. C'est-à-dire que toutes ces populations du Sud vivent encore, on parlait de la nature au début avec des accents bucoliques, mais il y a aussi des accents terribles de la nature. C'est-à-dire que tous les enfants mouraient en bas âge et qu'il fallait en faire 10 pour en garder un. Ils en sont encore là, eux. Et donc, il y a ce dynamisme technique, scientifique, politique et démographique qui fait que l'Europe, et la France en l'occurrence, vont se projeter dans ces régions. Pour vous donner une idée, il y a en 1900 100 millions d'habitants en Afrique. 100 millions. Il y a à l'époque 400 millions en Europe. Donc, la colonisation est portée d'abord par un dynamisme démographique, 4 pour 1. Je considère que depuis la décolonisation, puis les années 70, nous sommes dans une vague de reflux. Démographie, il est simple, l'Europe est toujours à 400 millions ou 500 millions, l'Afrique sera à 2 milliards en 2050. Vous voyez, toujours 1 pour 4, mais dans l'autre sens. Et révolution financière, l'argent du pétrole. Révolution culturelle, le revival islamique. Et donc, on a, vous voyez bien, la civilisation, l'Orient, portée par l'islam, qui aujourd'hui est en phase ascendante. Et donc, qui colonise une partie du territoire européen, parce qu'on peut parler de toute l'Europe. Hein. C'est exactement le retour. Donc, vous voyez, c'est une histoire de 1000 ans. Donc, on peut dire, comme Michel, il a raison, on est affaibli, on ne croit plus en nous, on ne croit plus en notre histoire. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour comprendre ce qui nous arrive. Entendu. Alors ça nous amène justement à la question de l'immigration et la question de l'assimilation. Bon, il faut qu'on avance, Michel. Juste 2 mots, je ne vais pas être long. Et heureusement qu'on a fait du pain avant d'inventer le moulin. Et il y a un tas de gens qui ont su, à la préhistoire, fabriquer du pain. Et ça n'est pas forcément un signe de supériorité que d'avoir inventé le moulin. Il y avait du pain bien avant, première chose. Puis deuxième chose, pour aller vite, l'Orient n'est pas que l'islam.
Parce que j'entends bien, juste D'ailleurs, pour il y a une double revanche de l'Orient avec la Chine. Et bien voilà, et bien c'est ce que je voulais ajouter, en disant qu'il y avait aussi la Chine et que, hélas, la Chine, vous n'aviez pas parlé de la Chine, et que si vraiment il y avait une menace, pour moi, elle était plus à craindre du côté de la Chine, qui pour l'instant est en train de jouer superbement en avançant ses pièces, et qui un jour dira maintenant on y va, et ce sera vraiment l'empire du milieu. Mais c'est pas la même revanche. C'est pas la même revanche, sauf que eux sont capables, et probablement pas les pays musulmans de la planète, mais eux sont capables de travailler sur le transhumanisme. Et je pense qu'actuellement, en Chine, on est en train d'avancer sans foi ni loi sur des questions comme celle-ci, et qu'un jour, ils nous sortiront des chimères humaines. Ils sont déjà en train d'y travailler. Il y a en fait mais c'est la guerre de civilisation de Huntington. Voilà. En vérité, il a tout dit, il a tout compris tout de suite. Alors, il y a deux champions de l'Orient. Absolument. Revenons à la question de l'immigration, comme je vous le disais. Il y a un constat commun, effectivement, c'est qu'on subit une vague migratoire sans précédent. Pour autant, est-ce que vous êtes d'accord sur les propositions? Notamment, je pense à ce mot, en 28 janvier 2021, qui a été repris dans Valeurs Actuelles, où vous parlez de remigration. Remigration. J'ai jamais parlé de remigration. Alors, c'est étonnant, parce que vraiment, ce mot, il a même été imprimé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Ouais. Bon, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, moi je peux... Bon, allez-y. Non, mais je vais vous poser très simplement la question, parce que la remigration, nous, on aimerait bien savoir comment ça se fait, comment ça se pratique. C'est bien pour ça que j'emploie pas ce mot-là. Moi, je pense que, si vous voulez, nous vivons une vague migratoire... Alors, si vous l'avez dit, vous le regrettez. C'est parce que vous dites... Mais non, je ne regrette rien. Il semblerait quand même que vous l'ayez dit, Eric, ce mot de remigration. Vous savez, on me prête tellement de mots. Voilà, c'est Valeurs Actuelles. Non, mais c'est vrai. Bon, enfin... Non, mais c'est très simple. Nous devons travailler sur l'arrêt des flux. C'est la première urgence. On ne va pas se battre avec les chiffres, Michel et moi, on sera d'accord. Il y a les chiffres officiels. On est à 275 000 entrées légales par an, plus les 130 000 droits d'asile, dont 80% sont déboutés, mais personne ne part. Vous connaissez les chiffres. Donc on a à peu près une ville de Nice, plus qu'une ville de Nice, tous les ans qui rentre, et une ville de Paris au bout du mandat de Macron. Donc on arrête cette immigration. Donc on arrête complètement. D'accord. Donc moratoire sur l'immigration, mais est-ce que l'on met... C'est arrêt. Arrêt. On arrête le regroupement familial, on met le droit d'asile à l'extérieur. Ok. Mais j'entends bien, mais ce que je voudrais que vous précisiez, c'est le retour. Qu'est-ce que l'on fait sur le retour éventuel de... Je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous répondre. Après, il y a des gens qui sont français et qui sont des gens qui n'ont absolument rien à craindre. Ils sont français d'où qu'ils viennent. Ils sont de l'autre côté de la Méditerranée, ils sont français, ils n'ont que cette nationalité. Il n'y a absolument aucun problème, ils resteront français. Je ne renverrai personne, c'est une évidence. Mais ce que je dis, c'est que nous devons d'abord, après avoir arrêté les flux, on est bien d'accord, on passe cette discussion qui n'est pas évidente, on doit d'abord expulser les clandestins. Aujourd'hui, vous savez qu'on expulse entre 10 et 15%, et encore, les chiffres sont faussés parce qu'on prend les chiffres de Mayotte, et tout le reste, en vérité, on n'expulse personne. Donc, et ça, il faut expulser déjà les clandestins. Pour cela, il faut faire pression sur les pays d'origine avec les fameux laissez-passer consulaires. Vous avez vu que Macron a une idée géniale, au bout de 4 ans et demi, de faire pression sur les États d'origine. Mieux vaut tard que jamais. Vous n'y avez pas pensé avant, c'est sûr. Moi, je comprends. Ouais. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut, en fait, faire pression avec notre aide au développement. Il faut supprimer l'aide au développement des pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. Mais il faut aller plus loin. Il faut ensuite expulser tous les délinquants étrangers, qui représentent déjà 25% des prisons françaises. C'est pas mal, ça fait à peu près 15 000 personnes. Il faut ensuite accroître la déchéance de nationalité pour tous les binationaux délinquants. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un crime, où il y a plusieurs délits, Michel parlait des trafiquants de drogue tout à l'heure, là, il y a, pour tous les binationaux, il y en a beaucoup. Il y a la plupart, par exemple, les Marocains sont tous binationaux. La plupart des Algériens sont binationaux. Donc, si vous voulez, évidemment que les gens qui sont honnêtes et qui ne posent pas de problème, il n'y a aucun danger. Mais les autres, on accroît la déchéance de nationalité, puis on les expulse. Et ce n'est pas fini. Je pense qu'il faut arrêter avec l'automaticité des titres de séjour. C'est-à-dire que... La fin du droit du sol. Non, ça c'est autre chose. Le droit du sol, il faut supprimer le droit du sol. Il faut supprimer le droit du sol. Pour moi, oui.
pour qu'il n'y ait... Vous savez, le droit du sol, il a été... Oui, je connais l'histoire. Vous connaissez. Je continue. Je finis, Michel, si vous me permettez. Il faut avancer, hein, parce qu'il reste oui, 40 mais là, minutes. vous m'avez coupé, donc pardonnez-moi. ça va pas. Donc, je disais donc, il faut arrêter avec l'automaticité des titres de séjour. Si les gens ont des titres de séjour d'1 an, de 2 ans, de 10 ans, on ne les reconduit pas automatiquement. Et s'ils sont chômeurs, depuis plusieurs mois, il faudra établir ça précisément, on les renvoie chez eux. On n'a pas vocation à garder ici les chômeurs. Vous savez, j'ai fini, je donne un chiffre pour donner l'ampleur du phénomène. On a un taux de chômage et d'inactifs. On a comptabilisé les chômeurs et les inactifs, ensemble. Pour la moyenne de la population française, ça fait 13% de la population française. Pour les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%. On n'a pas vocation à entretenir ces gens à ne rien faire. Je pense qu'ils seront mieux chez eux. Alors vous avez entendu, Michel, Éric ne parle plus de remigration. Bon. Vous vouliez réagir par rapport à ce qu'il disait, puisque on peut se dire que si remigration il n'y a plus, on arrête l'immigration illégale. Et on renvoie certains immigrés. On arrête l'immigration illégale. Voilà. Et légale. Attention. Et légale. C'est comme on arrête l'immigration Georges Marchal avait dit en 1980. Mais on ne renvoie pas les gens chez eux. On arrête l'immigration légale et illégale. Ok. Alors, j'en profite avant de passer la parole à Michel pour vous demander de commenter ces mesures qui ont été écrites par les 3000 compagnons de Front Populaire et compagnistes dans un programme commun des souverainistes qui va venir prochainement être publié. Voilà ce qu'ils proposent. Moratoire de 5 ans sur l'immigration. Réserver les allocations familiales aux personnes qui résident légalement et ont déjà cotisé à la sécurité sociale. Et renégocier les accords de Schengen. En un mot, oui, non? Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? On renégociera Schengen sans problème, mais ça va prendre des siècles. Donc il vaut mieux continuer à ne pas respecter Schengen, comme d'ailleurs on le fait actuellement. D'accord. Deuxièmement, moi, pour les allocations familiales, je pense que c'est de la solidarité, donc ce n'est pas de la contribution. On ne contribue pas pour les allocations familiales, c'est comme les allocations logement. Donc ça, je le réserve aux Français uniquement. Michel, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre? Alors d'abord, le constat, il est fait par presque tout le monde aujourd'hui. Il y a ceux qui osent et ceux qui n'osent pas, mais tout le monde voit bien qu'une espèce de libéralisme de la migration ne fonctionne pas. C'est de laisser faire tout le monde, en laisser entrer tout le monde, en se disant on accueille tout le monde, mais après vous allez vivre sous les ponts, vous allez vivre dans des toiles de tente, on va déplacer ces toiles de tente, vous allez vous droguer, vous allez, etc., etc. Si on est un tant soit peu sensé et pas idéologue, on se dit effectivement il y a un problème. La solution, moi je crois beaucoup au peuple. Et je crois beaucoup à la possibilité... Alors d'abord aux techniciens qui sont susceptibles de travailler. Moi je dirais, le droit, rien que le droit, tout le droit, ce serait déjà beaucoup. Si on faisait respecter effectivement le droit français, pas besoin de faire voter quoi que ce soit. S'il y a des clandestins qui doivent être expulsés, ils sont expulsés. C'est pas une mesure d'inhumanité d'imaginer que faire respecter la loi, on devrait pouvoir commencer par ça. Je pense ensuite que les conditions d'accueil sont impossibles. On ne peut pas imaginer que quand on a à manger pour 10 dans sa maison, on va inviter 50 personnes en laissant 100 personnes arriver aussi en disant c'est inhumain pour tout le monde. Donc effectivement, il y a un problème ici. Je pense qu'il faut un vrai travail, comme on le fait nous à Front Populaire, qui permettrait justement de passer ces questions-là au référendum. Je pense qu'on doit pouvoir dire... Le référendum. Oui, bien sûr. En disant... mais de toute façon, on est obligé. Enfin, pour mes mesures à moi, on est obligé parce que sinon le juge constitutionnel les casse. C'est ça. Moi d'abord, je pense que après c'est... Il y a eu ses mesures à lui. Le candidat. Ce que je veux dire là, ce que j'ai dit là. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est-à-dire que tout ce que liste Éric me paraît intéressant à penser, à réfléchir, à analyser en termes de faisabilité et pas en termes d'idéologie. Le risque, c'est d'en faire de l'idéologie. Qui risquerait pour le coup de dire cette communauté, on n'en veut pas, on n'en veut plus, etc. Non, moi je crois toujours à la possibilité d'une assimilation, en disant c'est pas systématique. Si vous voulez, si vous montrez que vous avez le désir d'être français, alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a un problème que pour ceux qui nous disent sciemment,
en étant délinquants, en le faisant savoir, en le signifiant par des comportements ou je ne sais quoi, qu'ils n'ont pas envie d'être français, pas envie de s'intégrer, et que, comme dit Houellebecq, la France est un hôtel. Et je prends une chambre d'hôtel et j'aimerais qu'on me la paye, et puis voilà. Donc c'est un débat qu'il faut avoir. C'est un débat ponctuel sur des questions comme celle-ci qui supposerait qu'on doit pouvoir un jour mettre au référendum en disant, mais après tout, moi je n'ai pas peur du peuple. Je ne pense pas qu'on puisse dire, je suis le chef de l'État, j'ai décidé, ça on va retrouver notre histoire girondin-jacobin, mais à un moment donné, de dire sur un certain nombre de questions sociétales, des questions de civilisation, on doit pouvoir dire, souhaitez-vous, oui ou non, et je souscris à la nécessité de faire un grand nettoyage. C'est pas possible que ça continue comme ça. Les gens vivent dans une insécurité qui n'est pas un horizon de civilisation. On ne doit pas pouvoir craindre quand on est une femme, et même quand on est n'importe qui, de sortir dans la rue, de craindre de se faire voler sa voiture, de se faire violer, massacrer, voler son vélo, etc. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Donc qu'on soit d'accord sur ce constat, mais qu'on soit surtout pas sur la logique idéologique d'une certaine gauche très angélique, disant ça ne pose aucun problème, c'est une chance pour la France. Non, c'est un problème, et moi je souhaiterais qu'on rééduque et qu'on réarme le référendum. Entendu. Mais je suis tout à fait d'accord. Je tiens à dire... j'ai référendum. Deux points d'accord. Non, mais de toute façon, le référendum, on ne peut pas sauter sur sa chaise et crier comme un cabri référendum, référendum, référendum. En l'occurrence, c'est pour ça que je vous ai dit ça spontanément, pour les mesures que je propose qui seront en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et il n'y a qu'un référendum pour briser cette opposition-là. Et deuxièmement, moi je suis comme Michel, je crois encore tout à fait à l'assimilation. Je pense que tout le monde peut s'assimiler, d'où qu'on vienne, quelle que soit sa religion. Mais on a, comme disait le général de Gaulle, on assimile des individus et pas des peuples. Or, face au nombre, face à l'arrivée permanente et face à la constitution de diasporas gigantesques sur nos territoires, on a reconstitué un peuple. Et le peuple refuse de s'assimiler. Donc il faut arrêter, vous voyez, d'abord la démographie et l'arrivée permanente. Alors, je voudrais vous faire réagir. J'ajoute juste une chose, que ça ne peut pas se faire dans la configuration européenne telle qu'elle existe actuellement. On va y venir, justement, on va y venir. Le bon échelon pour gouverner, c'est la question d'après. La sortie de l'Europe. Mais je voudrais parler et vous faire réagir par rapport à cette question de Nadia Remadna de la Brigade des maires, vous savez, qui lutte contre l'islamisation des quartiers. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Bonjour à vous tous, bonjour Monsieur Offray, bonjour Monsieur Zemmour. Voilà, je me présente. Alors moi je m'appelle Nadia Remadna, je suis travailleuse sociale et je suis aussi la présidente de l'association La Brigade des maires que j'ai créée sur la ville de Sevran en 2014. Et j'ai fait aussi une action d'un café à Sevran où tout le monde en a entendu parler, où effectivement ce fameux café de Sevran, où les femmes étaient interdites de rentrer dans ce café. Et après ce reportage, arrive juste derrière nous Madame Clémentine Autain, qui est députée, pourtant qui porte un prénom bien français, Clémentine Autain, qui nous a bien sûr déglingué sur les réseaux sociaux, excusez-moi d'employer un mot familier, en disant stop à la stigmatisation. Alors Monsieur Zemmour, ma question est la suivante. Pensez-vous que vous, Monsieur Zemmour, qu'on connaît, qui débat, qui parle des prénoms. Pensez-vous, Monsieur Zemmour, toutes les personnes qui se battent comme moi, les Fatia, les Soraya, les shérifs qui sont avec moi dans mon combat, et que moi, ayant un prénom pas du tout français, je m'appelle Nadia, je suis française, d'origine algérienne, berbère, pensez-vous que vous êtes plus français que moi? Et à quel niveau? Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces femmes musulmanes d'origine, ou musulmanes pratiquantes encore, mais qui se battent contre l'islamisation des quartiers? D'abord, je suis plus français que personne. Je suis un citoyen français et heureux et fier de l'être, c'est tout. Je ne prétends pas à une quelconque supériorité sur quiconque, premièrement. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que l'État, si vous voulez, l'État a une grande responsabilité par sa faiblesse. Mais on ne peut pas tout remettre sur l'État. Il a une grande responsabilité parce qu'il a renoncé à imposer ce qu'il imposait auparavant. On a commencé la discussion sur nos enfances dans les années 60. Vous ne pouviez pas donner à votre enfant un prénom qui n'était pas, comme on disait, dans le calendrier. L'officier d'état civil le refusait. À partir d'un moment, il y a eu un basculement où l'officier d'état civil l'a accepté. C'est ça le problème, premièrement. Deuxièmement, je maintiens que, si vous voulez, il n'y a pas d'innocents. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont leur vie, ils font des choses, et ils sont responsables de ce qu'ils font.
Donc, quand les gens ne donnent pas de prénoms français à leurs enfants, ils sont aussi responsables. Ils veulent transmettre quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la culture française, mais au contraire de la culture d'origine. Et cette femme qui se bat très courageusement contre l'islamisation du quartier, contre le trafic de drogue, etc., je comprends très bien son combat. Mais ce sont aussi les gens qui sont autour d'elle qui accroissent l'islamisation des quartiers où elle vit. C'est à cause de ça que les Français d'origine ont été chassés, ont fui ces quartiers, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre à la française. Il y a bien quelqu'un, si vous voulez, à partir d'un certain moment, il y a une masse de gens qui vivent d'une certaine façon, et les autres se sentent étrangers dans leur propre pays et fuient. Donc il ne faut pas... Enfin, j'ai l'impression qu'elle, c'est quand même une exception, pardonnez-moi. J'ai l'impression qu'on arrive à la question là, de l'essentialisation. Vous parlez un peu des musulmans en général, comme Alice Coffin parle des hommes, c'est-à-dire c'est les hommes. Non. Cette femme nous montre je que parle pas du tout des musulmans. Moi, elle se bat contre l'islamisation, contre les barbus, contre les djellabas. Je la connais pas, cette dame, donc je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, mais donc je ne vais pas débattre en tout cas, avec elle. Se bat. Mais c'est très bien. Je ne parle pas des musulmans. Je parle de l'islam. Je vous ai dit, je pense que c'est un phénomène historique, c'est un phénomène civilisationnel qui dépasse chacun d'entre nous. Je vous ai dit, je ne crois pas à la distinction entre islam et islamisme. Je pense que c'est la même chose, que l'islamisme est l'aboutissement de l'islam, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'islam, depuis l'origine, c'est une symbiose entre la religion, l'État et la société. Mais en revanche, je fais le distinguo entre l'islam et musulmans. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui peuvent très bien s'éloigner de la pratique et de la conception originelle de l'islam, qui, si vous voulez, se francisent, qui ont une approche de leur religion qu'ils mettent à distance. Et ça, je suis désolé, ça s'appelle l'assimilation. Moi, je crois tout à fait que les musulmans sont capables de ça. Mais il faut qu'ils le veuillent, et il faut que l'État... l'encourage. Oui, plus que l'encourage. Soit suffisamment ferme. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. En fait, il y a des pressions. On a bien vu, on a lu récemment le livre de la jeune femme Claire Koch qui a raconté comment elle avait changé son prénom, comment toute sa famille lui était tombée dessus, turque d'origine. Il y a des pressions. Jamel Debbouze le raconte avec humour. Il dit moi j'ai appelé mon fils Léon et mon père m'a dit ça fait rien, moi je continuerai à l'appeler Mohamed. Donc vous voyez, il y a des pressions. Et donc pour résister à ces pressions, il faut la force de l'État. Ça aidera les gens eux-mêmes. J'ai bien compris. En fait, c'est comment dire, ma fermeté qui aidera les musulmans à s'assimiler, contrairement à ce qu'on prétend. Alors, je voudrais poursuivre sur cette discussion. Dans le Figaro Magazine, vous avez dit « Je crois aux inconscients collectifs qui nous dirigent et l'inconscient collectif de ces populations musulmanes est de coloniser l'ancien colonisateur, de dominer l'infidèle au nom d'Allah. » Et alors là, je pense que Michel... psychanalyser l'inconscient musulman, ça a dû vous faire réagir, ça. Oui, mais je voudrais réagir à ce que disait Éric, parce que nous avons théorisé tout à l'heure la question de la provocation. Et nous sommes là dans les travaux pratiques. Je pense qu'on blesse beaucoup de gens quand on interdit les prénoms d'origine étrangère. Parce que, c'est ce que j'ai dit avec le voile, je dis le voile pour moi, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête qui est important. Et tout le monde connaît des gens qui ont prénommé leurs enfants avec des prénoms d'origine musulmane et qui sont très désireux d'être français. Parce que ça, je veux dire, c'est l'écume des choses. Et on peut blesser des gens parce que, je vous ai beaucoup entendu dire que le père de Michel Platini, qui s'appelait Aldo, a appelé son fils. C'est une autre époque. Et je pense que vous êtes fidèle à votre vie, à votre enfance, je le suis aussi, et d'autres peuvent être fidèles à d'autres origines sans que pour autant il soit interdit d'être français pour ces personnes-là. La deuxième chose, je vais vite sur ce sujet-là, mais c'est aussi blessant de dire que l'islam c'est l'islamisme. On connaît tous des musulmans pratiquants qui ne sont pas des islamistes, si tant est que l'islamisme ce soit de faire de la religion un projet de société. Je vous aide sur des positions, je dirais, un peu transcendantales, kantiennes. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, si on prend le Coran, et si on lit le Coran, si on prend les hadiths du prophète, si on prend la vie du prophète, oui, ce que vous dites est vrai. Mais ceci dit, cet islam avec une espèce d'I majuscule n'a pas grand-chose à voir avec des musulmans qui pratiquent autre chose, autrement. Exactement de la même manière qu'il y a aujourd'hui des catholiques qui ne croient pas forcément à l'enfer, au diable, à l'infaillibilité papale. Parce qu'on peut dire des choses théoriques qui sont justes. Et il est juste de dire qu'effectivement, il y a dans l'islam matière à islamisme. Mais il y a aussi matière à autre chose, voire au contraire.
C'est-à-dire que je vous ai entendu parler des versets de la Mecque, du Coran de la Mecque et du Coran de Médine. Ça, c'est une invention d'un orientaliste allemand, fin 19e, début 20e. Rien n'est prouvé. Rien n'est prouvé. Non, mais je veux dire que il est dit dans le Coran qu'on ne fait pas l'exégèse d'un texte sacré. Quiconque commence à faire l'exégèse d'un texte sacré n'est plus dans la logique musulmane. Donc il n'y a pas pour autant de versets abrogeants, de versets abrogés, dont certains pourraient être datés, parce que personne ne peut clairement dire que tel verset date de l'époque de Médine ou de l'époque de la Mecque. Donc ça, je pense que cette façon de commencer à pinailler dans la théologie est problématique, parce qu'il n'y a pas de versets abrogeants, il n'y a pas de versets abrogeants et d'autres abrogés, il y a simplement des musulmans. Et il y a dans les musulmans des gens qui sont la minorité agissante d'islamistes et une majorité de gens qui ne sont pas islamistes. Si on commence à penser comme ça, alors de fait, on aura du mal à leur proposer une intégration, parce qu'on leur demande de s'intégrer en n'étant plus ce qu'ils sont. Si on ne fait pas de la théorie de l'islam, ce qu'on peut faire ensemble, on a lu les mêmes textes, moi j'ai des fiches, etc. Et il faut le dire, il y a effectivement des versets qui sont des versets homophobes, misogynes, phallocrates, etc. Mais combien dans la totalité d'un texte? Pas beaucoup, ils sont minoritaires, exactement comme il y a des versets, enfin des moments minoritaires dans la Bible où on peut effectivement estimer que quand Jésus, par exemple, chasse les marchands du temple, c'est d'ailleurs un texte qui plaisait beaucoup à Adolf Hitler, dont je rappelle qu'il n'a jamais été païen mais qu'il était catholique, je pense que c'est une logique du prélèvement, la question de l'islam. Et le prélèvement, si la République n'aide pas à prélever dans le Coran ce qui mérite d'être prélevé, en écartant ce qui ne mérite pas d'être prélevé, cette idée que effectivement la parole, la voix d'une femme ne pèse pas la voix d'un homme quand il s'agit d'être dans la logique du témoignage ou que dans l'héritage, etc., etc. On peut faire ça. Vous le savez tellement bien que ça a été possible avec Napoléon, qu'il l'a fait avec les Juifs, cette possibilité de dire, mais il y a la possibilité avec cette espèce d'islam dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Des choses terribles. Non. Si, il y a des choses. Il n'y a pas tout et le contraire de tout. Mais si. Non, je suis très quiconque étonné tue un homme tue tous les hommes. Michel, quiconque sauve un homme sauve tous les hommes. Oui, mais, la suite de ce verset, Michel, qu'on cite tout le temps, qui sauve un homme sauve tous les hommes, s'il n'a pas contrevenu à la loi d'Allah, s'il n'a pas offensé Allah. Allez à la fin, Michel. Et je suis très étonné de votre argument sur la blessure. Sur la blessure, oui. On blesse des gens. Vous avez raison, on peut blesser des gens. Vous avez tout à fait raison. Mais il ne me semble pas que la République se soit gênée pour blesser les consciences catholiques quand elle a imposé la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et je m'étonne fort. Non, mais on peut ne pas défendre ça. Je m'étonne fort que vous repreniez des arguments qui, à l'époque, faisaient florès à la droite monarchiste, qui disait déjà « la République blesse les âmes catholiques ». Je ne pensais pas, ce soir, vous voir en Louis Veuillot. Ça m'amuse beaucoup. Si vous voulez, je pense, moi, que la République doit être implacable. Parce que sinon, c'est la mort de la France. Je voudrais qu'on avance aussi sur le reste. C'est vrai, on peut blesser... Non. Vous avez raison. Et deuxièmement, moi je pense à ce moment-là, pour les prénoms, pardon Michel. Non, j'ai deux mots. Je pense que si la République est implacable, alors c'est la France qui va disparaître. Pas du tout, au contraire. Vous savez, quand la République a été implacable, elle a sauvé la France. C'est la seule vertu que je reconnais à Robespierre. Et moi, ce que j'aime chez De Gaulle, c'est justement cette façon de ne pas vouloir trancher, couper, tailler, opposer, en disant il faut composer. Pardonnez-moi, De Gaulle est implacable. De Gaulle est implacable avec... Non, pas sur la question. Mais excusez-moi, De Gaulle est implacable avec les collabos en 44. Mais... De Gaulle est incapable avec l'OAS en 62. De Gaulle est même implacable avec les harkis, et même d'une rare cruauté, parce que justement, il ne veut pas que son village devienne colombé les deux mosquées. Il va jusqu'à la cruauté. Excusez-moi. Donc, deuxièmement, pour les prénoms, je suis désolé de vous le dire, que quand vous dites c'est une autre époque, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi il y aurait des gens qui auraient fait l'effort, par amour de la France, de donner un prénom français à leurs enfants? Les Arméniens, on parlait de Charles Aznavour tout à l'heure. Les Espagnols, les Italiens. On peut donner un prénom de ses origines en deuxième prénom. La loi était bien faite. On peut donner un troisième prénom. Il y a une grande liberté. Hein. Pourquoi ceux-là auraient fait l'effort et les suivants ne font pas l'effort? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, en vérité... Et une fois de plus, vous allez me reprocher d'essentialiser, mais l'islam est une fantastique machine à assimiler.
Donc elle assimile à l'envers. Quand quelqu'un se convertit à l'islam, il change de prénom, mon cher Michel. Non mais... Oui, oui. Alors, Michel, vous répondez, mais après, on passe à autre chose, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, mais il faut le temps quand même sur ce sujet-là, parce que si on fait de la théologie, faisons de la théologie, il n'y aura aucun problème. Mais faisons aussi de l'histoire. Mais si, c'est de la théologie quand même. Et faisons aussi de l'histoire. Cette façon de dire les musulmans, c'est quand même étonnant de voir... Je suis juste en train d'essayer de répondre. En disant vous me prêtez quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai pas encore dit ce que vous aviez dit. Vous m'avez dit les musulmans. Je suis en train de m'apprêter à dire des choses dont vous pourrez dire ensuite que vous n'êtes pas d'accord avec. Mais regardez par exemple quel est le statut de l'islam asiatique en France. Pas du tout le même que le statut de l'islam maghrébin, qui n'est pas du tout le même que le statut de l'islam turc, qui n'est pas du tout le même que le statut de l'islam iranien. Il y a en Iran... on a parlé tout à l'heure, il y a avec la Perse une longue tradition culturelle qui fait que l'islam de l'Iran n'est pas l'islam de l'Arabie Saoudite. Non, c'est chiite et le sunnite. Pas seulement, c'est pas seulement ça la différence, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que quand on a 2, 3, 4, 5 000 ans de culture derrière soi, on ne fait pas l'économie de ces 2 ou 3 000 ans. Et la Perse, enfin l'Iran d'aujourd'hui, dispose de ce passé-là, ce qui n'est pas exactement le cas de l'Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire que si... Pardon, je suis tout à fait d'accord avec vous, Michel. Un mot. Mais Atatürk, ça n'empêche pas que Khomeini dit l'islam est politique ou n'est rien. Khomeini, l'Iranien, le Perse. Exactement, ils pensent la même chose finalement que l'Arabie Saoudite. Mais évidemment, dans la logique de la théocratie. Il y a une grande unité, mais l'islam est théocratique par essence, Michel. Pas chez des musulmans qui sont républicains. Par essence, Mahomet est le beau prophète et le beau modèle. Et Mahomet est un chef de guerre, un chef politique temporel. Et un chef religieux. Dès le début, l'islam commence là, c'est ça l'égir. Et est-ce qu'il ne s'est rien passé depuis ? Il s'est passé l'histoire, justement. Il ne s'est rien passé depuis. Mais on peut pas être si féru d'histoire comme vous l'êtes en essentialisant et en disant que l'islam... Je n'essentialise pas. Bien sûr que je dis il y a une civilisation islamique, il y a une religion qui est plus qu'une religion, et il y a des musulmans qui peuvent se détacher de cet islam-là. C'est le contraire de l'essentialisation. Si vous en êtes d'accord, parce qu'on ne vous mettra pas d'accord précisément, on va continuer. Je voulais juste vous demander de réagir très très vite aux propositions de Front Populaire et compagnie du programme commun des souverainistes. Mettre en place une formation diplômante pour être imam. Interdire tout financement étranger pour les mosquées. Oui. Faire signer une charte républicaine aux imams. Acceptation donc de l'égalité homme-femme. Acceptation de la laïcité. Ça ne sert à rien. Avec la laïcité, c'est ce qu'a fait Macron. Ça ne sert strictement à rien. Avec la laïcité, il n'y a pas de force de loi. C'est tout le problème. Très bien. Alors ça ne sert à rien. Ok. Alors, j'avais prévu de parler un peu économie, mais on n'aura pas le temps, parce que malheureusement, il faut avancer. Et je veux absolument vous entendre tous les deux sur quelle est la bonne échelle pour gouverner. C'est essentiel. Ça peut paraître un peu technique, ça ne l'est pas. Michel, vous pensez qu'il faut donner la parole au peuple et aux régions. Vous vous inscrivez dans la tradition girondine. Vous voulez faire revivre cette tradition qui était finalement la France aussi, d'avant la terreur révolutionnaire. Pour vous, le bon modèle finalement de démocratie, c'est aujourd'hui le modèle suisse. Et j'ai envie de vous demander, Éric, c'est quoi le bon modèle d'Éric Zemmour ? Tout de suite là ? Oui, par exemple. Ou alors Michel développe. C'est très simple. Ouais. Pour moi, c'est la Ve République des origines de la décennie du général de Gaulle. Bon. C'est-à-dire la Ve République dans son essence, avant que le Conseil constitutionnel, par sa décision qui est un véritable coup d'État de 1971, fausse le mécanisme, et avant que les dirigeants n'osent plus consulter et aller voir le peuple par référendum. Voilà. Et donc là, je ne parle même pas du quinquennat, etc. La Ve République a été dévoyée. Mais pour moi, le modèle idéal, parce qu'on n'est pas la Suisse, j'admire les Suisses, j'admire leur système démocratique qui permet aux gens de demander des référendums, etc. J'admire ça, je les trouve remarquablement démocratiques. Mais nous ne sommes pas la Suisse, nous sommes un vieux pays monarchiste, en vérité. Donc c'est comme ça, on a 1000 ans d'histoire monarchique, on a inventé la monarchie absolue, voilà. Donc on n'est pas la Suisse, donc je fais avec. Et pour moi, la Ve République, c'est la synthèse la plus admirable de toutes nos tentatives constitutionnelles, ce qui n'empêche pas de faire de nombreux référendums et même, éventuellement, d'introduire un référendum d'initiative populaire dans le système de la Donc Ve. vous ne voulez pas plus d'autonomie pour les régions, c'est clair.
Vous vous inscrivez dans la tradition non. jacobine, bonapartiste, Non, pas gaulienne. jacobine, non. Non. Vous savez, je peux répondre, Michel ou... Puis après, ça va être à Michel. Je me suis beaucoup nourri là-dessus. On a en commun avec Michel une admiration sans borne pour le grand livre de Taine, Origine de la France contemporaine. Et ça a complètement changé mon regard et sur la Révolution française et sur l'évolution de la France. Je pense effectivement, j'ai compris maintenant que les Jacobins étaient une bande de tyrannos qui d'abord voulaient avant tout prendre les places des aristocrates. D'ailleurs, Taine dit quelque part que finalement la Révolution a d'abord été une grande opération immobilière qui a permis aux Jacobins de prendre les hôtels particuliers des aristocrates qu'ils chassaient. Je pense que, et je pense que Michel sera d'accord avec moi, le clivage girondin-jacobin, en fait, est une invention des Jacobins pour légitimer le guillotinage, si j'ose m'exprimer ainsi, de tous les Girondins. Je pense d'ailleurs aussi, mais là Michel ne sera pas d'accord, que les Girondins étaient des faibles, que les Girondins n'ont pas eu D'accord. Ah, on est d'accord. Tout simplement que les Jacobins étaient plus méchants, étaient plus féroces, vous voyez, et que c'est eux qui gagnent, comme toujours. Mais je pense qu'il faut reconsidérer cette discussion en dehors de ce clivage girondin-jacobin. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 10 ans. D'accord. Voilà. Michel, vous avez 7 minutes de retard d'entendre parole. Pardon. Donc, Et il y a même 10 mois. Pas 10 ans, mais 10 mois seulement. Non. 6 ou 7 mois. On a eu des discussions là-dessus, mais je suis très heureux de vous voir sur cette position-là. Moi, je vais aller absolument dans votre sens, parce que bon, de cette façon de dire la Suisse, c'est une façon de parler, mais je veux dire que je suis très intéressé par la façon qu'a la Suisse de résoudre le problème de la démocratie, notamment par des référendums, des consultations, etc. Des invitations à dire, mais tout le monde a le droit d'être suisse, mais il va falloir en montrer le désir. Et ce que j'aimerais, moi, plutôt que de dire les musulmans ceci ou les musulmans cela, c'est de dire montrez votre désir de la France et vous serez français. Quiconque aime la France est français. Moi, je trouve que l'un des plus beaux Normands... Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mon cher Michel. Oui, c'est ça. Mais il faut les demander. Il faut les demander. vous êtes d'accord? Il faut les demander. Et celui qui a le mieux écrit sur les Normands, c'était Léopold Sédar Senghor. Voilà, un Sénégalais qui a écrit sur les Normands des choses extraordinaires. Je ferme juste cette parenthèse pour dire que moi, je suis entièrement d'accord avec votre général de Gaulle, sauf que vous arrêtez en mai 68. Moi, je vais jusqu'au de Gaulle de 69, parce que c'est pas exactement la même chose. C'est un pragmatique, le général de Gaulle. Il ne dit pas la même chose en fonction de ce qui se passe, de ce qui a lieu, non pas parce que c'est un opportuniste, mais parce qu'il a le sens de l'histoire et qu'il compose et il fait avec l'histoire. Mai 68 est un moment essentiel dans l'histoire de France, on est tous d'accord sur ce sujet-là. Il y a un certain nombre de gens qui disent de Gaulle n'a rien compris, il a tout compris, et avant tout le monde. C'est-à-dire que quand il va à Baden-Baden, enfin, on va pas s'occuper de Baden-Baden, mais plutôt de choses nettement plus intéressantes, c'est qu'il essaie de résoudre un problème de civilisation parce qu'il comprend que c'est un problème de civilisation. Il en parle à Malraux, et il essaie de voir avec Malraux ce qui peut être fait. Et il dit, on va répondre à mai 68. On connaît l'histoire, il dissout l'Assemblée nationale, il a une élection extraordinaire, il dit mais c'est les élections de la frousse, je veux quand même qu'ils me confirment que c'est moi qu'ils veulent, et je fais un référendum. Il propose un référendum sur la participation. Sur la régionalisation et l'abolition du... Non, il propose un référendum sur la participation, juste après... J'allais y arriver. Ah, excusez-moi. Et quand il commence à travailler sur ce sujet-là, Lacouture, dans sa biographie du général de Gaulle, dit Pompidou fait ce geste en disant il est devenu fou. Il ne faut surtout pas que la théorie de la participation, que la proposition de la participation, que l'horizon de la participation puisse rendre possible un référendum. C'est une catastrophe. De Gaulle est devenu vieux, il dit n'importe quoi, c'est un gauchiste, il veut faire l'autogestion de Tito, c'est déjà le communisme, c'est tout et n'importe quoi. La droite a peur. La gauche se dit, c'est Mitterrand, la gauche à ce moment-là, évidemment l'élection du président de la République au suffrage universel direct fait penser à Mitterrand qu'il a des chances de faire tomber le général de Gaulle en disant non systématiquement. Et puis un certain Valéry Giscard d'Estaing qui dit oui mais, ce qui veut dire non. Et le général de Gaulle sait qu'il a perdu. Quand on lui dit on n'aura pas le temps de faire ce référendum sur la participation, il dit pas grave, j'en fais un autre, je veux un référendum. Je suis dans une logique plébiscitaire. Et il fait effectivement cette proposition sur la décentralisation, la régionalisation. Je dis qu'il y a là deux, je ne vais pas dire généraux de Gaulle, mais deux généraux de Gaulle extrêmement intéressants. Le premier est proudhonien. De Gaulle a toujours dit, droite-gauche c'est très bien, c'est une lecture horizontale, mais moi j'ai une lecture verticale, je pense que c'est la nôtre. C'est la France et ceux qui n'aiment pas la France. Après on se moque
de la droite et de la gauche. Vous aimez la France, on peut faire un bout de chemin ensemble et un grand bout de chemin ensemble. Bien sûr, tout à fait d'accord. Et quand le général de Gaulle pense... Merci. si, ce sont des applaudissements qui font plaisir. Mais merci beaucoup. Mais quand le général de Gaulle pense à la question de la participation, il va lire qui? Proudhon. Il lit Proudhon. C'est-à-dire que cette idée que les ouvriers ne sont pas des choses, que la production peut être partagée. Et quand je dis souvent, et alors Zemmour ceci, d'accord, moi j'attends qu'Éric muscle son bras gauche. J'ai certains amis qui me disent c'est une greffe chez lui qu'il faudrait. C'est pas... Et j'aimerais effectivement que, sur la question sociale, on puisse aussi parler du général de Gaulle. Parce que cette façon de repenser l'autogestion, cette façon de repenser la production, la décision de la production, cette façon de dire on associe aux bénéfices, la participation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on abolit, je ne veux pas dire qu'on abolit la lutte des classes, mais on gère la question de la lutte des classes par une participation aux bénéfices, mais aussi par une participation aux décisions. C'est formidable cette proposition. Voilà pourquoi la droite n'en veut pas. C'est quand même la droite qui fait tomber le général de Gaulle, et voilà pourquoi la gauche, pour des raisons d'opportunisme, n'en veut pas. Quand le général de Gaulle fait cette proposition également sur la décentralisation, voilà quelqu'un qu'on nous présente comme une espèce de monarchiste. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Très exactement ce à quoi Tocqueville aspirait quand il écrit. Vous savez, on l'a lu ensemble, on en a parlé. Mais dans l'Ancien Régime et la Révolution, il dit mais la grande tradition des Jacobins, les Jacobins existent avant les Jacobins, puisque à l'occasion de Philippe le Bel, il y a déjà, d'une certaine manière, des Jacobins. Et il y a un moment donné où le général de Gaulle comprend qu'en mai 68, il y a une crise civilisationnelle. Que cette crise civilisationnelle est une affaire de ville, même s'il y a eu partout des choses en campagne, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en France, dans la totalité des provinces, et cette proposition de la participation, cette proposition de la décentralisation, cette proposition de la régionalisation, c'est aussi le général de Gaulle que j'aime, parce que c'est la partie gaulliste de gauche, si on veut utiliser des expressions qu'on peut utiliser, que moi j'utiliserai. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, parce que justement, on pense au général de Gaulle de la Première Guerre mondiale, de l'appel du 18 juin, 58. Voilà, celui de 58, etc., en oubliant que le dernier, et moi je pense que c'est le plus intéressant, c'est-à-dire c'est aussi celui que la bourgeoisie a détruit, le dernier, c'était celui qui disait « Donnons au peuple une autre place que celle qui était la sienne précédemment », et ça, je pense que ce passé est un avenir. Alors, avant de parler du Frexit, une réaction sur le gaullisme de gauche. Alors, moi, je distinguerai entre votre partie sur la participation et la partie sur la régionalisation. Je m'explique. Je suis tout à fait d'accord avec la partie sur la participation. Il faudrait l'étendre encore plus. Ça a déjà commencé, on le fait effectivement. D'ailleurs, après tout, on peut estimer que les Allemands réussissent très bien avec leur fameuse cogestion. On peut estimer que la France, malheureusement, n'a pas des syndicats à la hauteur de cette histoire, mais qu'aujourd'hui, certains syndicats, dans certaines grosses entreprises, sont les derniers défenseurs, pour défendre l'emploi local, du patriotisme industriel. Moi, je n'ai pas du tout de gêne avec ça. Ça m'agace beaucoup plus quand les syndicats prennent des positions politiquement correctes sur l'immigration, etc. Vous voyez, suivez mon regard. Mais en revanche, je ne suis pas du tout hostile à cela. Au contraire, je suis tout à fait favorable et je pense effectivement qu'il faudrait encore améliorer ce système avec plus de participation aux bénéfices, etc. Donc alors, ça, je vous précise, pour votre information, que Front Populaire prépare un ouvrage sur le capitalisme populaire qui va s'appeler « Faire le capitalisme populaire », qui est une invitation à davantage d'intéressement dans les entreprises. Je le lirai volontiers, ça m'intéresse parce que ça, je suis tout à fait favorable. Merci. Je prends l'autre sujet. L'autre sujet qui, d'après moi, est plus complexe, je vais vous dire pourquoi. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus parce que je vous avoue que là aussi, c'est un sujet qui m'intéressait assez peu. Parce que vous avez raison, moi, ce qui m'intéressait, c'était le De Gaulle, évidemment de 40, mais ça c'est banal, mais surtout celui de 58. Donc vous avez tout à fait raison. Celui de 69 m'a longtemps, je me disais, bon, ça va, Pépé est devenu gâteux, et ben non, j'avais tort. En revanche, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, d'après mes lectures, c'est qu'il ne faut pas voir la régionalisation que proposait le général de Gaulle comme ce que c'est devenu. C'est-à-dire que lui, il l'entendait dans le sens d'un développement des compétences de l'État et de trouver une bonne surface, vous voyez, une nouvelle ère régionale pour les investissements, pour l'aménagement du territoire, etc. La gauche est arrivée là-dessus, et ça, je suis plutôt d'accord. La gauche est arrivée là-dessus en 81. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a inventé des féodaux. Elle a réinventé des féodaux.
donnant raison à Pompidou, que vous regardez souvent, mais là, il avait une formule absolument géniale. Quand on lui parlait de l'Europe des régions, il disait, ça a déjà existé, ça s'appelle le Moyen-Âge. Je pense effectivement que nous avons réinventé le Moyen-Âge. Nous avons réinventé des féodaux. On me raconte que certains présidents de région veulent être appelés gouverneurs. Ah, l'américaine. Vous voyez, on a vu là pendant le Covid que certains, ça leur montait à la tête. Comme l'État était déficient, ils se sont pris pour le gouverneur de Californie. Je pense que ça... Certains ont bien fait, hein, ceci étant, pendant le Covid, d'avancer. Mais bien sûr. Et de ne pas attendre de l'État. Mais bien sûr, mais... Ni les vaccins, ni les masques. Évidemment. Le problème, c'est que, et ça va être la suite de notre discussion, on a désarmé l'État au nom de l'Europe, on va voir ce que c'est devenu, et puis on a désarmé l'État au nom de la décentralisation, créant des féodaux. Et après, on dit, ah bah oui, l'État est devenu impuissant, donc il faut accentuer ça. Non, il faut reconstituer un État digne de ce nom. Maintenant, je ne suis pas, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a multiplié les étages, avec des grandes régions. Alors là, je me fie à Michel, qui ne ressemble à rien, qui ne correspond à rien, on est d'accord. Aucune histoire, rien, aucun enracinement, rien du tout. On a multiplié les strates, le millefeuille territorial, les communautés de communes. J'étais à Lille le week-end dernier, et je discutais avec un maire d'une petite ville qui me disait tous les tracas que ça posait, et surtout les injustices, parce qu'il y a des transferts de recettes, de revenus, etc. Il faudrait supprimer, par exemple, ces communautés de communes, et pour redonner, alors là, une vraie autonomie locale, avec un vrai pouvoir aux maires de communes. Et ça serait une vraie décentralisation utile, efficace, et qui me choque pas du tout. Alors, juste un mot, je défends ça. Ça s'appelle le communalisme libertaire et je le défends depuis très longtemps. Si absolument. Alors, il y a un échelon qui ne semble pas marcher pour vous deux. En revanche, c'est l'Europe, l'Union européenne en particulier. Et ça ne s'améliore pas avec le temps, convenons-en. Vous êtes d'accord là-dessus, mais alors, est-ce qu'il serait bon ce soir de clarifier votre position sur l'Europe? Faut-il faire le Frexit comme les Anglais? Certains disent que la sortie de l'Union, de toute façon, est inéluctable parce qu'on ne répare pas l'avion en plein vol et qu'il vaut mieux sortir le parachute. Alors, Frexit ou pas Frexit, c'est vous qui commencez et Michel vous donnera la contradiction. Alors, pas Frexit. Et je m'explique tout de suite. Je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre. C'est une révélation que je vous fais ce soir. Oui. Nous ne sommes pas l'Angleterre pour deux raisons. Géographique, c'est une évidence, nous ne sommes pas une île. Mais surtout, je dirais, puisque Michel, au tout début de notre conversation, a dit que je m'étais formé dans les livres, il a tout à fait raison. Et je pense que l'histoire, en particulier l'histoire du XXe siècle, est fondamentale pour comprendre la différence entre Frexit et Brexit. En fait, la France a, pendant plusieurs siècles, guerroyé toute seule contre toute l'Europe financée par l'Angleterre. Si on veut résumer l'histoire de France pendant plusieurs siècles, c'est ça. Et un jour, en 1870, la France a découvert, effarée, c'est un traumatisme qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui se voit dans les textes de Renan, de Michelet, de Victor Hugo, d'un traumatisme inouï, et même de Marx et Engels qui ont sablé le champagne ce soir-là parce que ça leur permettait de démolir votre copain Proudhon, le représentant des idées françaises à gauche. La France s'est rendue compte qu'elle pouvait être battue par un seul pays, la Prusse. Je vous passe les détails, 14, puis 40. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que la France, contrairement à l'Angleterre, qui a gagné toutes ses guerres depuis 3 siècles. Bainville dit, il faut se méfier, à chaque fois que l'Angleterre rentre dans une guerre, on sait qu'elle va la gagner. Vous voyez, cette réputation inouïe, cette confiance en soi que ça donne. Nous avions cette confiance en soi pendant des siècles. Stendhal raconte que le Français de 1800 se croit au-dessus du monde et que son complexe de supériorité ne ressemble qu'à celui du Romain de l'Antiquité. Donc c'est vous dire qu'on a connu ça. Mais nous ne sommes plus ce peuple français-là, malheureusement. Et moi, je le regrette encore plus que beaucoup. Nous devons faire donc avec le peuple français d'aujourd'hui, qui ne supporte plus de ne pas avoir des alliés, qui ne supporte plus de ne pas être dans... Vous voyez, d'être... Donc il faut rester attaché à l'Union. Exactement. Donc, nous ne pouvons pas sortir. En plus, je finis, l'Angleterre n'était pas dans l'euro. L'Angleterre n'était pas dans Schengen. Bien sûr, c'est plus simple. Merci.
Et en plus, dernier point, l'Angleterre a une presse eurosceptique très puissante que la France n'a pas. Nous avons une presse euro-béate de droite à gauche. Des médias globalement tous pro-européens. On est d'accord, on le sait. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, et dernier point, si vous me permettez Michel, dernier point, sur un plan tactique alors, c'est que je pense que nous pouvons rassembler sur le thème de immigration, identité, vous voyez, tous ces thèmes-là, nous pouvons rassembler une vaste portion. On a, je pense, tous les sondages le prouvent, 70% des gens qui sont d'accord avec des idées que je porte, que d'autres portent. En revanche, dès qu'on met la question européenne au milieu, on coupe D'accord. Donc vous voulez faire votre priorité l'immigration plutôt que l'appartenance à l'Union. Michel, vous êtes, je crois, c'est pas un scoop que je vais révéler, plutôt favorable au Frexit. Oui. Je confirme que l'Angleterre n'est pas la France. À quoi nous pouvons ajouter que, on l'a vu avec l'affaire des sous-marins, il y a dans le monde judéo-chrétien des zones qui sont catholiques, protestantes, orthodoxes, et qu'il y a des points de friction, de fracture, et repenser la question du monde sur le principe d'Huntington et du choc des civilisations, c'est d'imaginer que s'il y a des blocs de civilisation genre judéo-chrétien, il y a dans ces blocs des tensions qui font effectivement que l'Angleterre, n'étant pas la France, elle regarde plus volontiers du côté de l'Australie, du côté de la Nouvelle-Zélande, du côté des États-Unis, que du côté de l'autre côté de la Manche. Tout à fait d'accord. En Normandie, on est à quelques encablures. Hein. Donc, il y a ça. D'abord, effectivement, c'est pas la même chose. Et puis, vous avez raison de dire qu'il n'y avait pas l'euro et qu'il y avait un statut tout à fait particulier que c'est hélas pas le nôtre, puisque nous, on était européens. J'ajoute que toute la presse est européate, sauf Front Populaire. Et qu'il faut ajouter à ça que, toujours dans ma logique gaulienne, je pense que nous devrions repenser l'Europe. Évidemment, la question, c'est pas pour ou contre l'Europe, ça n'a aucun sens, tout le monde est pour l'Europe. Mais quelle Europe ? C'est ça la question. Est-ce qu'on veut une Europe dans laquelle seraient dilués les pays, les régions, les nations, les peuples ? Ce que veulent justement la presse dominante, qui veulent justement que ça devienne une espèce de courroie de transmission des États-Unis, qui, eux, sont en train de travailler à la question du transhumanisme, j'y reviens. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe maastrichtienne, c'est juste fait pour diluer dans l'acide européiste une nation qui va servir de courroie de transmission, ce que les Américains ont voulu faire le 6 juin 1944, et que le général de Gaulle n'a pas rendu possible, à savoir une vassalisation de la France. Je rappelle que l'opération Overlord veut dire vassalisation. On ne peut pas mieux dire ce que les Américains venaient faire ici. Et je salue le fait que vous disiez souvent que la guerre a été gagnée grâce aux Soviétiques et que les Américains sont arrivés quand il n'y avait plus grand-chose à faire. Beaucoup de choses, hein, je veux dire, c'est pas rien, le 6 juin 1944. Mais que quand même... Et que, eu égard à cette histoire, nous sommes bien ingrats à l'endroit des Russes d'aujourd'hui. Et que s'il nous fallait refabriquer une... faut tourner la tête vers l'Est. S'il nous fallait effectivement repenser la question de l'Europe, il faudrait sortir d'une Europe maastrichtienne, bien sûr, rentrer à nouveau dans une Europe qui serait pour le coup civilisationnelle, en imaginant que Poutine n'est pas un personnage détestable, etc. Même chose avec un certain Orban, ou avec un certain nombre de personnes, ou certains Polonais qui estiment que la civilisation, ça veut encore dire quelque chose. Mais comme c'est pas une civilisation du marché, c'est pas une civilisation du business, on pourrait imaginer, je sais pas, je le dis à quelqu'un qui aurait envie d'être président de la République, comme ça, en l'air, mais que si on voulais refaire nos alliances, ne faisons plus, vous êtes un fin lecteur de Jacques Bainville, mais ne faisons plus nos alliances avec je ne vais pas dire nos ennemis, mais enfin avec l'Allemagne ou avec l'Angleterre, mais imaginons que le général de Gaulle avait bien raison de dire de l'Europe qu'elle devait être de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et ça, c'est une perspective. Je pense que si nous faisions une Europe civilisationnelle, le problème, ce ne serait pas de sortir de l'Europe de Maastricht, mais de recréer une grande Europe puissance. Et là, je pense que ça aurait du sens. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Je pense effectivement qu'il faut ouvrir, qu'il faut se retourner vers la Russie, qu'il faut arrêter, par exemple, les sanctions imbéciles. On pourrait prendre cette mesure unilatéralement. On dirait la France ne renonce aux sanctions que la Russie subit. On pourrait éventuellement montrer que l'on sort du commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est-à-dire ressortir... Bonne idée. Voilà. Et je souscris. Et en fait, si vous voulez, ce que je ne veux pas, vous avez compris, c'est diviser électoralement sur cette question européenne. On a vu
ce que ça a fait en 2017. Et deux, je ne veux pas non plus, comme on a des choses vraiment importantes à faire, parce qu'il va y avoir forcément des effets désagrégateurs, vous voyez, des effets qui ne sont pas simples à gérer. Donc je pense qu'il faut, à l'intérieur des institutions européennes, faire des bras de fer, renoncer désormais à être le moteur, comme dit prétentieusement Macron et ses prédécesseurs d'ailleurs, de l'Europe, ne plus accepter que la Commission étende ses compétences, reprendre le principe de subsidiarité, vous voyez, et puis faire ce qu'on a envie de faire quand on l'a envie de faire. Et puis, comme disait Chirac, quand est-ce que Bruxelles me déclarera la guerre? On peut attendre longtemps. Ce sera la conclusion. Alors, à l'issue de cette soirée, on s'est demandé si le souverainisme de gauche pro-Frexit de Michel Onfray est soluble dans l'union des droites que vous proposez, Éric Zemmour. Chacun est libre maintenant de se faire son idée à la fin de cet échange, je bafouille, dont je vous remercie que cet échange fut courtois et intelligent tous les deux. Bonsoir à tous. Je veux dire un dernier mot. Éric Zemmour vous donne rendez-vous salle Passy, c'est-à-dire une fois que vous avez franchi le foyer, c'est la salle au-dessus pour signer ceux qui voudraient disposer de son dernier livre. C'est la salle qui est juste au-dessus du foyer. Voilà. Michel Onfray, nous on se donne rendez-vous très prochainement, peut-être pour d'autres rencontres comme celle-ci. Merci à tous, bonsoir. Merci. Merci à tous. Et merci Michel. Allez-y, Éric vous retrouve dans la salle.